simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien vers l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzet. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga. Bon matin, comment ça va? Ça va très bien. Ben moi aussi, avec une belle journée ensoleillée. On a hier, c'est une journée de shit un petit peu là, avec la pluie puis les vents et compagnie. En tout cas, dans mon coin, c'était ça. Je ne sais pas qu'est-ce que ça a été du côté de Québec, là. Mais tabarouette, c'était caca hier. Là. Ah non, mais il faisait plus beau dans notre coin. Ah! Oh mon Dieu, es-tu en train de me dire que tu as déménagé des trous, toi, là, ce qui fait tout le temps pas beau? Ben, dans le fond, moi, dans le coin où je suis comme, dans le fond, à l'intérieur d'une vallée. Fait que des fois, il y a des choses qui nous passent complètement au-dessus de la tête, puis il se passe strictement rien. Puis on attend que ça pète alentour, par exemple. Puis des fois, il y a des trucs qui se passent juste dans notre spot, puis il se passe rien alentour. Là. Ah, puis l'écho dans les montagnes, quand il fait des orages, en plus, sinon, ça reste plus longtemps. Sinon, je peux te dire, les matins, là, j'ai des matins vraiment débiles. Je sais pas si les gens ont déjà écouté le film, mais c'est un jeu à la base qui s'appelle Silent Hill. Donc, tu sais, le matin, là, quand la brume se lève partout, puis tu vois rien, là, mais vraiment rien. C'est tout blanc partout, là. Tu vois juste le soleil qui passe à travers, là, puis hey, c'est les paysages, c'est débile à voir, là. Vraiment, là, c'est malade. Ben, Caroline, au moins, tu vas aimer ça. Oui, c'est vraiment... Ça fait beau, du coin tranquille. Oui, c'est vraiment relax, je te dirais. Là, je suis encore en train de m'installer. Là, il me reste encore des derniers trucs à faire. Mais après ça, tu sais, je vais pouvoir me remettre au travail puis me lancer vraiment comme j'avais déjà parlé il y a quelques temps. Puis il y a plein de choses qui sont arrivées qui ont retardé mes trucs. Mais les topics sont de la réalité. Il y a beaucoup de choses qui ont été déjà... j'ai eu en masse de temps pour planifier mes trucs, faire des essais d'enregistrement, décortiquer un peu comment que je vais amener les choses. Et puis, il y a des choses qui se sont rajoutées aussi par la bande qui n'étaient pas prévues, mais qui vont être un complément très intéressant à rajouter à travers. Fait que je continue à travailler là-dessus. Puis là, j'ai un climat favorable pour être capable de travailler là-dessus à tête reposée avec une ambiance alentour là, pas mal plus relaxe. Mais dans le fond, ton utopique de la réalité, oui. C'est une série, on va dire, sur le web. Oui, exactement. C'est toi qui parle uniquement de ta façon de voir les choses, en fait. En fait, oui. L'objectif là-dedans, c'est pas... comment je pourrais dire ça? Je veux amener des pistes, des avenues aux gens pour continuer à se développer, puis souligner ce qui est vraiment important. Okay. Tu sais, je suis pas Dieu le Père, moi, là. Non, mais c'est selon je suis pas plus un gourou. Selon ta perception. Exactement. Okay. Selon ce que moi j'ai vu ou ce que j'en suis rendu dans mes recherches, dans mes expériences personnelles, okay. dans les contacts que j'ai eus. Tu sais, il n'y a pas un bonhomme qui est venu me parler, là. Tu sais, c'est simplement, des fois, il arrive des situations où tu le sais que tu as de l'information qui vient de te rentrer puis que ça t'appartient pas, là, mais tu le sais que ça vient de te rentrer puis c'est les solutions que tu as besoin là. Ça, c'est comme la semaine dernière quand on a reçu Joséphine oui. Collenberg. C'est que j'ai fait un article que j'ai rendu public, justement, puis je parle de ça, du fait qu'on reçoive des messages à un moment donné de nulle part. Puis tu te demandes comment je peux avoir pensé à ça. Ben, tu sais, des fois, c'est des réflexions. Je fais juste la parenthèse, le nulle part, c'est juste parce qu'on n'est pas capable de pointer le doigt de où est-ce que ça vient. C'est pour ça qu'on préfère dire nulle part, mais ça ne veut pas dire que ça vient de nulle part, ça vient d'un endroit X. De quelque part. Oui, ça vient d'une source, ça vient de quelque chose qui est potentiellement plus grand que nous, puis que de temps en temps, il nous éclaire la voie devant nous autres comme avec une flashlight, là, c'est tout, là.
Ouais. Fait que si tu es attentif, puis le moindrement que tu es humble, tu vas être capable de prendre la suggestion qu'on est en train de te donner et pas essayer de prendre un autre chemin en te disant que si je suis tête de cochon, je suis capable de me démerder tout Non, seul. c'est ça. Puis on nous offre des fois des portes de sortie qui sont Toujours. très, Toujours. je te dirais très, c'est songé, très, c'est vraiment le chemin qu'on doit prendre si on veut s'en sortir. Je te dirais très honnêtement, il n'y a pas d'obstacle qui se présente dans ta vie à laquelle tu n'as pas déjà tout ce qu'il te faut pour le traverser. Oui. Sinon, il ne se présente pas cet obstacle-là. J'aime ça dit de même. C'est toujours une mise à l'épreuve. Puis l'objectif, c'est que tu apprennes à te faire confiance. Oh, tout à fait. Et à t'écouter. Oui, et à t'écouter, ta petite boussole, elle te l'indique toujours le bon chemin. Exact. Je comprends pas encore pourquoi que le monde a de la misère à suivre leur boussole. Puis les gens, eux autres même le disent. Si tu écoutes ce que les gens disent, des fois, il arrive un événement, puis à tabarnak, j'aurais dû rester chez nous à la place, ou j'aurais dû faire telle affaire, ça me le disait un matin, puis le monde ne suit pas les messages puis les conseils. Ils sont plutôt stickés sur la société, sur la petite routine, puis ci, puis ça. Tu sais, la vie, c'est pas le travail, les petites routines. Là. La vie, c'est notre développement personnel. Puis on a constamment des messages pour ça, puis les gens les écoutent pas. C'est drôle parce que hier, on philosophait avec Raymond Choquette qui est venu chez nous. Hier, on a passé la soirée à jouer au billard, me suis fait clencher, ça me chantait. Bon, en tout cas, j'étais pourrie hier, ça allait pas bien. Mais sauf on a discuté de toutes sortes d'affaires. On a philosophé sur certaines affaires, justement, du fait que j'ai posé la question à Raymond, s'il arrive quelque chose, puis je vais te la poser, Steve. Vas-y, non? Si on arrive, qu'il arrive une grosse catastrophe. Oui. Ça, on le sait tous que ça s'en vient, là. On le sait tous. Peut-être pas tous, mais moi, je le sens. Comme la plupart des gens dans mon entourage, dans mes amis, que ce soit Facebook ou peu importe, beaucoup de personnes sensitives sentent qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Oui. Puis par curieux hasard, justement, j'ai vu un message passer comme quoi qu'il allait avoir un... voyons, je le dirais pas. Un astéroïde encore? Non, un éclipse aujourd'hui annoncé. Puis ça annonce aussi des séismes. Là, je fais que donc. Ben, oui. C'est des cycles, là. Oui, mais c'est parce que des séismes, il va en avoir. Ça fait longtemps que je le dis, que même ici, on va y goûter, mais pire ailleurs. Il y a bien des endroits. Puis j'en avais parlé il y a l'année passée par un rêve que j'ai fait, que j'ai osé mettre sur la page de Zone Parallèle. Puis j'ai dit, crème, y a-tu quelqu'un d'autre qui fait des rêves comme moi? Parce que ça m'a été révélé en rêve, ce qui s'en venait pour 2023. Puis j'ai fait, hey, je suis toute seule à rêver des affaires de même. C'est fou, là, parce que quand un rêve te semble une réalité, mais qu'on te parle dans ton rêve, puis c'est la même petite voix qui me parle habituellement. Je fais comme, c'est pas un rêve, ça, là. Fait que, puis le lendemain matin, je me suis réveillée, de ce rêve-là. J'ai refait un autre rêve, une suite à ça. Et dans mon rêve, avant de me réveiller, ça m'a dit, Carole, je t'ai envoyé des messages hier. Je t'ai montré ce qui s'en vient pour 2023. Qu'est-ce que tu attends pour en parler? Il faut que le monde sache ce qui s'en vient. Il faut que tu en parles. Hein? Et je me réveille là-dessus. J'ai à boire un rêve qui me parle, là, puis qui me parle pas à peu près, là. C'est pas normal, ça. Ça, c'est le genre de truc sur lequel je mets toujours un bémol. Parce que même si je suis au courant de certains trucs qui vont se dérouler, le mieux qu'on peut faire, c'est de préparer les gens le plus large possible. Ben oui. Parce que comment je vais dire ça? Si on dit qu'il va se passer telle affaire, les gens vont se préparer en conséquence de ce scénario-là. C'est parce que lors du scénario, on ne le sait pas. Non, mais par contre, moi, j'ai eu des images, des dates, des jours, des mois. Et ça m'a dit carrément dans ce rêve-là, mars. Comme si ça commence en mars. Et on m'a montré le chiffre 10 et on insistait sur le chiffre 10. Je fais, le 10, c'est quoi? 10, c'est sur l'échelle de Richter. C'est la catastrophe la pire. Sur un séisme, c'est la destruction d'un lieu. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une date? Est-ce que c'est un mois? Tu sais, quand on t'envoie des messages puis que c'est pas clair, là, puis il faut que tu devines. C'est fatigant, ça.
C'est vraiment fatigant. Mais j'avais pas trouvé le 10, c'était quoi. Mais je m'étais donné des spéculations dans ma tête. Je spéculais dans ma tête. Je me disais, c'est peut-être ça que ça voulait dire, comme ça peut être ça ou ça. Et là, le Mars était vraiment implanté, puis ça me disait qu'il allait y avoir des séismes partout à travers la planète. Très dévastateurs, qu'il allait y avoir des millions de morts, etc. Là, je fais, ben voyons donc. Ben, crif, crois-le ou non, quand tu regardes ça aujourd'hui, Mars, ça a été le premier des gros séismes de l'année 2023. C'est en Turquie. Oui, mais il y a eu plusieurs séismes par la suite. Ben, ça a commencé en mars. Puis il y a eu pas mal de séismes aussi qui n'ont pas été rapportés ici en Amérique. Ben aussi. Ben moi, j'ai une application pour ça, là, Volcano, machin chouette, là, ça me dit quand est-ce qu'il y a des séismes. Il y en a tous les jours des séismes. Oh, ça ou des volcans, justement, qui rentrent en éruption. Il y a même des magnitudes à laquelle, théoriquement, on ne porte pas attention parce que c'est comme le mouvement normal de la Terre, soi-disant. Ouais. Et puis, mais il y en a de magnitude 2 en montant, là. Il y a aussi, ça me disait aussi qu'il allait y avoir pas seulement des séismes, mais des volcans qui allaient se réveiller en 2023. Ça me disait aussi qu'il allait y avoir une montée d'eau, des inondations par-ci et par-là, vraiment énorme. C'est pas ta sœur qui passe pas son temps à suivre tout ce qui est volcan et compagnie? Dans le coin d'Islande. Ben, me semblait qu'elle allait checker tout à travers la planète. Dès qu'il y en avait un qui partait, elle a commencé à aller fouiller pour les images, puis les vidéos et compagnie. Là. Fait que, tu sais, il y en a pas mal là, qui se sont réveillés, là, puis il y en a que ça fait 3 puis 4 fois là, qui se réveillent de suite à intervalle de 2 ans ou à intervalle de 3 ans. Oui, mais en Islande, il y a des caméras de placées non-stop en live. Chantal, elle les suit, ça. Salut Chantal en passant, qui est celle qui fait nos extraits. Nos extraits qu'on peut entendre sur la page de CJMD 96.9 FM. Mais ça aussi, c'est que Chantal, elle suit ça, mais je sais qu'elle regarde aussi ailleurs, mais il y a des caméras non-stop d'installer sur certains volcans spécifiques. Mais celui-là en Islande, ça me parle depuis un certain temps aussi. Ça fait des années que je sens qu'il y a quelque chose. Puis quand tu regardes sur Google Earth, tu vois l'Islande et tu vois dans la... Il n'y avait pas ça avant sur la carte sur Google Earth. Là, tu la vois, la faille. Il y a une faille qui est très décrite. Elle est vraiment décrite. Tu le vois, là. Mm-hmm. Elle est même en rouge, puis il y a quelque chose. Ça aussi, ça fait des années que je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer dans l'Atlantique. Puis, je ne sais pas quoi. Probablement des failles qui vont se chevaucher. Si tu essaies de comprendre à l'échelle d'une planète, pour dire ça de même, il y a certains mouvements qui prennent tellement de temps, mais qui sont encore des vagues de certains derniers mouvements. Donc, si on regarde un petit peu dans l'histoire, on sait qu'il y a des continents et des terres qui se sont affaissés, tout simplement. Puis ces mêmes terres-là peuvent refaire surface parce que le mouvement d'eau, le mouvement des terres fonctionne totalement différemment de ce qu'on peut comprendre. Tu sais, il y a des phénomènes qu'on pense que ça prend des millions d'années à se produire, puis ça peut se faire en quelques heures en réalité. Exactement. Et tu t'en attends pas quand est-ce que ça va arriver. Mais moi, dans ma tête à moi, et dans mon ressenti profond. T'as peu. Oui. Juste, il y a un des phénomènes que aujourd'hui, on commence à en parler de plus en plus, mais sous des thèmes qu'on entend moins parler, mais la liquéfaction des sols. Oui. Ça, c'est un des phénomènes, justement, dans les séismes à laquelle on nous parle jamais. On nous parle tout le temps que ça va trembler, tout va shaker, tout va péter, mais on nous parle jamais, puis on nous montre très rarement des images de ce que ça fait, ou quand on nous les montre, c'est rare qu'on nous souligne le phénomène. Mais quand la Terre, elle se met à trembler, là, la vibration, elle est constante. Ce que ça fait, là, c'est comme jouer avec un bac à sable, là. Tout ce que tu as en surface et qui est lourd ou d'une certaine densité va commencer à s'enterrer comme un bâtiment, comme un véhicule, comme n'importe quel truc qui est lourd. Donc, il y a
liquéfaction des sols ou le thème mode flood. Je me rappelle qu'il y a quelques saisons en arrière, on avait reçu un monsieur qui venait nous parler de ça, de mode flood. Fait que ça, c'est des phénomènes qui se passent durant les séismes. Donc, faites juste prendre un petit peu le pouls de ce qui se passe sur la planète, là. Si ça se met à shaker un petit peu, faites juste regarder à Québec, là. Nos infrastructures ne sont pas top, là. Ben non. Fait que shake ça un petit peu, là. Il y a plein d'affaires qui vont lâcher, plein de digues qui vont péter, de l'eau, nos sols. Il y a des places que c'est de la boîte. On n'est pas partout sur du roc. Il y a des places où c'est montagneux, puis il y a des surfaces qu'on nous parle pas trop. Il y a plein de trucs qu'on nous cache dans le nord de comment qu'est-ce qu'on a comme type de minéraux, comme ressources dans ces coins-là. Mais quand tu shakes la terre, ben c'est sûr que les choses se mélangent comme dans un bol pour faire un gâteau. Fait que on peut s'attendre à peu près à tout et n'importe quoi. C'est ça. Fait que accrochez-vous à vos flotteurs puis apprenez à nager dans le sable. Oui, mais mon Dieu, oui. Mais c'est imminent, hein? Ça, c'est clair et net. Pour moi, c'est imminent. Mais pas seulement que pour moi, parce que j'ai des amis, des contacts comme, mettons, Marc Bettemont qui est en France. J'ai Christine Capitaine qui est aussi en Belgique. Mais je n'ai d'autres amis aussi de ce type de personnes qui sont sensitifs, qui ressentent ces catastrophes qui sont vraiment imminentes, là. Comme Christine et moi, on se disait, le décompte est commencé, là, ça c'est clair. Il y a quelque chose qui s'en vient de très gros, ce qu'on s'attend pas à ça. Je veux pas faire créer de panique, de peur, mais vivez donc au moment présent, jour pour jour, parce que lâchez prise. On sait pas aussi, on sait pas ce qui nous pend au bout du nez, on sait pas ce qu'on a dans le dos en arrière qui poursuit, parce qu'on sait pas. On sait pas que c'est. On sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient, mais. Présentement, là, les certitudes que j'ai, là, c'est que dans le monde dans lequel on vit, on est totalement ignorant. Mais j'ai une autre certitude que je peux vous donner, c'est que le monde est tellement plus grandiose que vous pouvez le penser. Oh, que oui. Et vous avez entre vos propres mains quelque chose qui est encore plus haut de ce que vous pouvez vous imaginer. Ah, pas rien qu'entre nos mains, en nous. En nous. C'est ça. On est tellement plus divin de ce qu'on essaie de nous laisser croire. Ben oui. Arrêtez de vous heurter à des banales niaiseries de société ou d'ego ou de finances ou de ci ou de ça. Vous êtes des estis d'êtres humains. Vous êtes là pour être des créateurs. Vous êtes là pour forger l'humanité, pour forger l'avenir. Vous n'êtes pas là pour vous faire dicter votre chemin. Vous êtes là pour le créer. T'es pas là pour bien paraître non plus avec ton gros char de la nuit puis tout, là. C'est pas ça, là. La vie, c'est pas ça. Ça n'a tellement pas aucune importance. Non, c'est ça. La vie, c'est d'être capable de survivre avec ce qu'on a, le minimum. On n'a pas besoin de paraître, de bien paraître. Regarde, moi, par exemple, là aujourd'hui, je me suis mis un petit peu de crayon, là, juste pour pas avoir de l'air trop blême. Mais je suis pas quelqu'un qui est dans le paraître. Je vais me peigner. C'est quand même une limite, là. Je ne veux pas avoir de l'air folle non plus. Je ne veux pas avoir de l'air de quelqu'un qui fait les rues avec un petit chapeau pour ramasser des sous, là. Mais j'essaye de quand même un minimum d'avoir une apparence potable. Mais c'est pas, je serais pas du genre à porter des bijoux de luxe d'une valeur X. Même ça n'a aucune espèce d'importance. Ben non, justement. Ce qui est vraiment important, c'est l'image que tu projettes qui est vraiment en lien avec ta propre personne. L'important, c'est que tu sois authentique. Pour le reste, on s'en tabarouette le jugement des autres. Sois juste authentique. De toute façon, ça va transparaître dans ta façon d'être. Ça va transparaître dans ton sourire, que peu importe ce qui se passe alentour, ton sourire est toujours dans ta face. Oui. Même quand je ne suis pas de bonne humeur, je peux sourire. Ben oui. Même quand je vois des faces de cul en avant de moi, je peux sourire pour faire sourire ça. Oui, il faut renverser la vapeur. Là, on est rendu là. Ça prend ça. Ça prend ça pour justement apaiser. On en parlait justement au live de Jeff jeudi dernier. Oui. Tu sais, ce qu'on émane en énergie. Parce que je parlais du Qigong, je parlais de toutes les formes de trucs qui font en sorte qu'on peut irradier d'une énergie X qui est positive et non la colère. Ça aussi, c'est très, très vaste comme ce qu'on peut dégager en énergie, autant dans le bon que dans le mauvais. Mais la peur fait en sorte que tu te rétractes. T'en as plus de ça. C'est de retenir ta lumière.
Ben, c'est ça. Et la peur, ben, ça fait en sorte que tu te... Ben, la peur est pas mauvaise en soi. Ben oui, mais il y a des limites. C'est juste une facette de développement à travers parmi tant d'autres. Oui, ben, c'est parce qu'il y en a qui se font des peurs avec rien, là. Oui, mais ça fait partie du travail qu'ils ont à faire pour traverser Ouais. les fameuses portes de leur conscience. Ça, c'est le non-lâcher-prise. Parce que moi, là, peu importe ce qui va arriver, je vais-tu paniquer, sachant que, mettons que je connais la date d'une catastrophe X et que, mettons que je me dis, bon, ma maison va être démolie, ma famille va tous mourir, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, arrêtez de faire le ménage, arrêtez. Non, mais tu sais, je veux dire, je suis incapable d'aller à l'encontre de ce qui s'en vient. Donc, je me sens obligée de lâcher prise sur ce qui s'en vient. Oui. C'est comme dans n'importe quoi. Tu as de la misère à arriver à la fin de ton mois, casse pas ta tête, il y a toujours quelque chose qui va t'arriver qui fait que tu vas t'en sortir à la dernière minute. Si tu t'écoutes et que tu as confiance en cette petite voix-là qui te parle, ça va bien aller. Mais si tu l'écoutes pas puis que tu paniques, et tu paniques encore plus parce qu'à force de paniquer, tu fais de l'hyperventilation puis là, t'es fait, t'es cuit. Ça te prend un peu de sac de papier brun à respirer dedans là, pour... Oui, c'est à peu près ça. Mais je te dirais que, en gros, là, tout ce que je veux dire avant qu'on présente notre invité, parce qu'il aime bien ça qu'on fasse un petit topo comme ça avant de... petite discussion ouverte comme ça qui parle de tout et de rien. Tout ça pour te dire que dans la semaine qu'on a eue, j'ai vu passer une vidéo que Loli nous a mis sur une discussion de groupe. Oui. Et dans cette vidéo-là, c'est une Française ou Marseillaise, en tout cas. Elle a un accent Marseille, ça c'est sûr. Je me souviens pas de son nom, mais cette dame-là, elle nous parlait d'un médium indien qui disait que ce qui s'en venait pour 2023, 2024. Lui, ce qu'il dit dans ce qui s'en vient, à partir d'octobre, à la mi-octobre, donc là, on est dedans, là. Ouais. Il fait juste confirmer ce que je sais depuis l'année passée et ce que plusieurs ressentent. Qu'à la mi-octobre, il est censé avoir des séismes encore plus gros, qu'elle ait occasionné d'énormes montées des eaux, des inondations un peu partout et que ça allait être vraiment catastrophique. Que lui disait de se faire des réserves d'eau, justement, en cas, parce que tout ce qui est infrastructure municipale... T'as bien beau de faire des réserves d'eau. Si t'as à te déplacer, t'as transportes comment ta réserve d'eau? C'est lourd en tabarouette. De l'eau de pluie? Ben, récupère l'eau de pluie? Oui, c'est ça. T'es mieux de te traîner des contenants à la place que de te faire des grandes réserves. Parce que là, tu sais, il y a du monde qui va se mettre à tester des palettes avec des gros réservoirs d'eau, là. Ouais, mais es-tu capable de les transporter, là? Non, mais tu peux t'acheter des réservoirs à eau de pluie. S'il arrive quelque chose et que tes égouts, ou peu importe, tout le circuit... Moi, ben honnêtement, là, je te dirais, essaye d'apprendre à... Ben, surtout, c'est mon opinion, c'est le conseil que je donne de même, là. Apprenez à être mobile, puis essayer d'avoir le strict minimum pour être capable de fonctionner, parce que vous allez avoir à vous déplacer pendant un petit bout de temps avant de pouvoir dire qu'on s'arrête à telle place. Ben, t'imagines s'il arrive quelque chose d'énorme, comme ce que ce jeune-là dit, ce qui correspond à ce que je dis depuis l'année passée, et que d'autres disent. Lui, il parle de ça, il parle d'un nouveau virus qui allait... Celle-là, je l'ai trouvé... Écoute bien ma théorie là-dessus après, là. Vas-y. Lui, il dit qu'il y a un nouveau virus qui va se développer. Sais-tu où? En Afrique. Ben, gardons ça, toi. Les Africains ne trouvent pas qu'ils sont beaucoup la source de tests et de manipulation, ce que les gens... Ils connaissent très bien un tweet à lunettes. Ben oui. Qui s'appelle Porte. Porte. OK. Vas-y, un petit peu plus élaboré dans ce que tu viens de dire. Ben voyons donc, Bill Gates. Ben je le sais bien, là, mais... OK, c'est ça. Avec ses fameuses fondations à la noix pour essayer d'aider son prochain, mais en réalité, c'est son agenda pour se débarrasser du monde, là, de la dépopulation. Ben c'est ça, et l'Afrique est souvent la source de tests. Puis, avant que je me fasse pitcher des roches, là, c'est parce qu'elle est fouillée, là, il a fait des conférences à TED, TED,
Si les gens ne savent pas c'est quoi, tapez juste ça, TED, Bill Gates, puis allez écouter les conférences qu'il a faites, là, puis il parle de dépopulation, là. Ben oui, puis écoutez bien sur le ton qu'il dit les choses, il dit ça de façon très froide, comme s'il va tasser des meubles, là. Il s'en calisse comme dans l'an 40, là. Quand on parle de ça, le monde dit complotiste, non? Et c'est parce qu'on le. Non, allez l'écouter. Allez l'écouter. Croyez pas ce qu'on dit. Allez les écouter. Allez chercher. Vous avez les mots-clés. Allez fouiller sur le net. Allez les écouter par vous-même. Je les ai vus, ces vidéos-là, et on l'entend clairement de sa propre bouche. Oui. Puis même quand tu dis, ben voyons, si quelqu'un va penser de même. Ben oui, il l'a dit. Allez sur le site de Bill et Melinda Gates Foundation. Vous allez voir c'est quoi la raison d'être la fondation. C'est écrit noir sur blanc. Ben oui. Allô? Ben oui. Mais bref, lui, il parle en tout cas mais le nouveau virus, soi-disant, en fait, il va s'appeler X. Le virus X. J'ai-tu rêvé ou ça a sonné à la porte? Ça a sonné. Ça te tente-tu d'aller voir, Raymond? Prends tes airs, tes airs, si tu veux. Bonne sœur. Ouais, c'est ça, tes airs, bonne sœur. Vous êtes chez vous. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que le virus X qui va se développer en Afrique va faire en sorte que ces personnes-là vont devenir, c'est pas le mot exact, je me souviens pas de ce qu'il dit, là, mais ça a toute apparence, c'est comme une paralysie du corps au complet à partir du cerveau. Il y a quelque chose, il y a une paralysie au niveau du cerveau qui va faire en sorte que la personne va te zombifier, là, carrément. Là. C'est pour toi? OK. Mais bref, tout ça pour dire que là, ça me disturbe un peu là, qu'on reçoive de la visite comme ça. Mais bref, je dirais que ce médium-là, ce qu'il a dit, ça correspond à ce qu'on dit, mais en même temps, si je fais un parallèle avec Elon Musk avec ses rendus qui s'appelle X, hein? C'est quand tu regardes sur Twitter, le logo d'Elon Musk, c'est X. SpaceX, Virus X. Et c'était quoi la première chose qu'ils ont dit? En fait, quand ils ont décidé de mettre des satellites un peu partout, ils disaient que c'était pour avoir Internet à la grandeur du monde, comme en Afrique. Ils ont tellement spécifié l'Afrique dans l'envoi de ces satellites-là. Je fais le... Comment est-ce que je peux dire ça? Si je fais 1+1 avec ce qui est dit, ce qu'on voit et ce qui s'en vient, j'ai l'impression que le virus X va être quelque chose de... Là, je vais faire vraiment complotiste dans ce que je veux dire, là, mais vraiment, là, c'est comme si ça va avoir été provoqué. Ce genre de virus-là n'est pas tant que ça un virus. Mais il y a quelque chose qui va se passer au niveau de l'Afrique à ce niveau-là. Puis quand que je regarde avec la comparaison avec satellite au-dessus de l'Afrique, tu trouvais pas que ça sonne un peu... Ouais, je fais complotiste, c'est un méchantant, là, en parlant de même. Mais faites vos recherches, puis regardez, faites 1+1 comme moi je le fais. Puis ça me sonne vraiment... mais ça là-dessus, Raymond Falardeau qu'on reçoit aujourd'hui, ton micro est ouvert. Bonjour Carole. Ça va bien? Oui, je vous écoutais, c'était super intéressant. Oui, mais... Comme je te disais au début de l'émission, j'aime beaucoup ce petit marché aux puces d'ouverture d'émission. À chaque fois, je l'écoute. Et c'est un peu à droite puis à gauche, mais je trouve ça... On parle de tout. On parle de tout, de l'actualité de la semaine et des choses qu'on peut développer également. Fait que j'aime bien. C'est pour ça que j'étais tout oreille jusqu'à temps qu'on soit un peu intercepté. Là. On avait un petit de quoi qui se passe à l'extérieur. Je t'en parlerai plus tard, mais c'est ça. Ça fait que, comme je t'ai dit, encore une fois, content de me retrouver à l'antenne de 96.9. Ça va être très intéressant aujourd'hui. Oui, j'ai tout... Parce que ton émission aujourd'hui, là, je vais le montrer à la caméra qui, là, présentement, les gens ne savent pas parce qu'ils ne nous voient pas. Mais on a un petit marteau à la juge. Et donc, vous, les auditeurs, vous seriez le juré de l'émission. Donc, ça va être assez intéressant. Donc, regarde, on va faire une courte pause et on revient pour commencer l'émission avec ça. Parfait. Fait que restez là.
Aimez-nous sur Facebook, CJMD 96.9. 969. Les armoires en bois massif sont arrivées chez Armoire PMM. Et fidèle à sa réputation d'être imbattable sur le prix et la rapidité, Armoire PMM vous offre une cuisine en bois massif au prix du polymère. Livré en 10 jours. Lancez votre projet sur armoirepmm.com. Ça, pour certains, c'est l'épicerie pour une semaine. 3 bips. À travers le Grand Lévis, le Sacrose soutient des milliers de personnes, leur permettant entre autres de manger et de se vêtir. Pour de l'aide ou pour aider, rendez-vous sur lesacrose.ca. Vous cherchez un emploi qui vous passionne? Toiture Garant ont une offre d'emploi variée que vous ne pouvez pas manquer. Nous recherchons des couvreurs de membranes élastomères et des couvreurs de bardeaux, des menuisiers et des apprentis couvreurs dynamiques et responsables. Obtenez des garanties d'heures pour votre carte de compétences. Salaire selon convention CCQ et même plus selon le rendement et l'expérience. Avec des chantiers sur la rive sud et la rive nord de Québec, rejoignez notre équipe dès maintenant. Pour poser votre candidature, communiquez avec Frédéric sur le site de Toiture Garant sur Google. À chaque automne, les maudits calorifères partent. Puis ça t'assèche la gorge, puis tu pognes le rhume, hein? Non! Climtech! Avec un K. Ventilation, climatisation, chauffage. Climtech. Ils te font passer au prochain niveau. Une job clean, au meilleur prix dans la gestion de votre température de la région. C'est Climtech! Avec un K. On a des marques que les autres fournissent pas. On aide mieux que quiconque pour les subventions. Jusqu'à 6 200$ pour enlever la fournaise à huile. Climtech.ca. Y a pas mieux que ça. Pour le thermopompe aussi. Problème d'insectes, de rongeurs ou de souris? ABBA Extermination. Choix du consommateur pour une 5e année consécutive. Ils apportent une sécurité d'esprit et une satisfaction garantie. Estimation gratuite et sans engagement. Pourquoi attendre les dommages coûteux vu de 1000 avis en ligne? ABBAextermination.ca. CJMD 96.9 Lévis. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invité Raymond Falardeau, mais Steve, t'es parti vite. Oui, c'est ça. Il y avait des petits trucs à arranger rapidement avec le contexte de la vie. Donc, un enquêteur de la police qui vient poser des questions sur un événement X qui s'est passé pas trop loin de la station. Donc, on peut pas répondre trop aux informations. Il y a déjà des personnes indiquées pour ça. Mais tu sais, le temps de transmettre les informations, il faut qu'on prenne le temps. C'est ça la game aussi. Donc, c'est ça. Sinon, je voulais juste, on avait entamé le sujet dans l'introduction là, des topics songés de la réalité. Fait que je voulais juste finaliser un peu là-dessus. Là. Oui, mais j'ai un petit détail moi aussi à dire que tu as manqué. Ah, OK. Donc, c'est ça. Je voulais juste finir un peu. C'est quoi que je prépare là présentement? Ben, je vais préparer une première émission pour un peu ce qu'on a déjà entamé là. Tu sais, expliquer la raison un peu du pourquoi et du comment que ça me tente de faire cette patente-là. Parce que je pensais pas que ça allait être quelque chose de gros, mais ça semble, la façon que ça s'emboîte, ça semble plus gros. Donc, c'est ça, les premiers sujets sur lesquels que je vais parler, c'est du corps. Les sujets suivants, la perception de la réalité, la voix, dans le sens de chemin. Puis j'en ai d'autres, en tout cas, c'est pour le temps. C'est tous des sujets qu'on peut décortiquer, puis c'est des choses que je veux un peu voir avec les gens. Tâter un petit peu aussi le pouls et compagnie. Mais en tout cas, c'est ces sujets-là sur lesquels je vais m'attarder pour démarrer les émissions. Et puis, c'est ça. Surveiller les pages, mes publications. Là, ça va s'en venir bientôt. Là, les bientôt, premiers. c'est quand ça? C'est encore vague. Ça peut être novembre, décembre, comme ça peut être janvier. C'est sûr qu'avant les fêtes, c'est démarré. OK. C'est sûr. Fait que là, c'est juste question de m'organiser avec les derniers détails, déménagement et compagnie. Là, mais il y a déjà plein de choses que je suis en train de préparer en montage. Comme je te dis, c'est comment que je vais sortir le contenant, parce que le contenu, je l'ai. C'est de préparer le contenant comme il faut pour que ça sorte de la bonne façon. OK. Puis moi, pour faire un petit rappel aussi, ce que j'ai dit avant qu'on aille à la pause, j'ai parlé d'Elon Musk avec le virus qui va s'appeler X et j'ai fait le parallèle avec Elon Musk et le X pour SpaceX
Oui. Et c'est comme étrange avec l'Afrique, etc. Tu réécouteras le podcast. Tu vas dire. Mais en fait, je pense certaines affaires, mais la personne qui animait l'émission en question, elle aussi pensait exactement la même chose. Elle a fait le parallèle entre peut-être qu'il y a quelque chose qui va être déclenché via certains satellites à un certain moment donné. On s'attend à tout. Oui. Puis comme qu'on parle aussi qu'ils sont censés montrer des espèces de faux ovnis via... en fait, ce bout-là, je l'avais entendu. Je voulais juste surenchérir. Oubliez pas que dans le sujet le corps, on est justement fréquence. Ouais. Mais c'est parce que si on n'a pas notre horloge de base, ben le corps ne peut pas s'animer. Oui, c'est ça. Exact. Bon, mais on s'engouffre dans notre sujet. Oui. T'as pointu, on s'engouffre. On s'engouffre, oui. On va s'engouffrer dans une structure liquide. Boiteuse et peut-être illusionnaire aussi. Et à la fin de l'émission, parce que là, je demande aux auditeurs d'écouter vraiment ce qui va être dit. Parce que là, ici, on a deux parties, contre-parties. On était censé avoir Réal qui ne peut pas venir aujourd'hui, à fin de compte, qui était censé embarquer dans le jeu. C'est un jeu de rôle, hein, faut dire. Et en fait, Raymond Falardeau va nous parler du triangle des Bermudes, sa façon de voir les choses. Et en contrepartie, Steve, tu vas l'ostiner. Puis moi, je vais aimer ça. Vous allez voir, il va y avoir des étincelles et du feu. Et des pleurs et des grincements de dents. Et puis moi, j'ai la maillotche. Fait que s'il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire, soit je pèse un petit coup, ben non, je ferme votre micro. Varche pas sa console, tombe-toi pas de bord. Là-dessus, j'aimerais finalement commencer, parce que là, on est en train de faire la moitié de l'émission sur du Varia. Je voulais juste en parler. Faire mes salutations en passant à mon directeur, M. Tessier, du MUFON, à Réal, à Christine Capitaine, évidemment, et également aux auditeurs militaires, parce que quand je mets ça sur ma page, j'ai des gens qui me suivent, alors ils nous rejoignent à 96.9 pour mes chroniques que je fais depuis 4 ans, en fait. Le triangle des Bermudes, problème, c'est une légende, une réalité, peu importe. J'ai fait une émission là-dessus il y a 12 ans dans la radio de Charlevoix à CIHO avec le regretté René Bélanger. Et on avait eu, en fait, c'était une émission qui était rectiligne. Je veux dire, il n'y avait pas de propos contradictoires. Et puis, on avait eu une très bonne réaction du public. Et puis, je voulais le mentionner en passant. Et également, pour le sérieux de l'affaire, sur le triangle des Bermudes, on a les deux historiens, David O'Keefe et Wayne Abbott. Ça, c'est des historiens militaires que je connais. Et ils sont à History Channel. Ils ont une série du triangle des Bermudes. Je voulais le mentionner en passant. Un autre petit point à passer, c'est qu'on parlait de séisme tout à l'heure. Charlevoix, région que j'ai habité pendant 24 ans, ben, il y avait à peu près 200 séismes et plus par année. Des 2, 3, 4, ça, on était tellement habitués qu'on n'en faisait même pas de cas. Et également, comme dernier point de Varia, je voulais souligner le décès de Hubert Reeves, l'astrophysicien. C'est bien que tu en parles. Qui avait mentionné, même de son vivant, que dans l'univers, il y a plusieurs autres civilisations que la nôtre. Alors, venant de lui, je pense qu'il est assez pesant dans le domaine de la communauté scientifique. Exact. C'est pas un type à se ridiculiser. Alors, à ce moment-là, je trouvais que c'était pertinent là, de mettre ça dans le Varia. On parlait tout à l'heure pour le triangle des Bermudes. Je ferais pas une émission que je voulais unilatérale, dans le sens que je parle du sujet, je le débat pas, je livre de l'information et il n'y a pas de jugement à faire, de mise en doute ou encore de zone, si on peut dire, qui nous laisse perplexes. Je t'ai parlé de ça, Carole, je dis, on va faire ça un peu comme un procès. Le procès du triangle des Bermudes. Alors, on va avoir une cour. Dans la cour, le président de la cour, ça va être toi, la juge, en fait. Moi, je vais être le vilain procureur qui va attaquer le triangle des Bermudes sur tous ses angles. Oh, mon vilain. Mais juste pour ça, là, parce que j'ai pas
s'est pas arrêté sur l'endroit où ce que tu parlais, Steve. La musique, en ce moment. OK, oui. Parce que je n'ai pas le texte. Je peux mettre la vidéo, donc... Les 20 premières secondes, quand même. Les gens plus âgés vont la reconnaître. Oui. 1976, ça passait à la radio 20 fois par jour. Je vais juste te souligner que c'était la demande à Raymond. C'était à lui à te fournir le temps exact que tu voulais que ça soit. Et voilà. Non, c'est une présentation qui met de l'humour un petit peu dans le sujet. Et à l'époque, ça date de 1976. Et c'était un méga hit de Marsh Schumann, un chanteur. Et puis, quand on a fait l'émission à CIHO avec René Bélanger, on l'avait passé également. Alors, les gens plus âgés un petit peu l'ont vécu dans leur actualité du jour. Et ça parle justement du triangle des Bermudes. C'est ça. Et le Papa Tango Charlie, en fait. C'est un avion. Oui, mais en même temps, c'est un avion qui est porté disparu. Mm-hmm. Mais c'est tellement concept, ton histoire. C'est ça. Et puis, finalement, pour compléter, Steve va être la défense, l'avocat de la défense. Je vais essayer de pas t'ostiner. Ça, Parce que ça va être dur, ça. En dernière partie, Steve, on va croiser le fer. Oui, on va te laisser aller. On va te laisser aller, puis on va t'en prendre des notes, Steve. Prends des notes sur tout ce qu'il dit, hein? Mon calepin, il est prêt. Ouais, là, moi, c'est ça. Mais, tu vas te faire poivrer, peut-être. On est là pour ça. Je m'en regarde, les auditeurs, là, écoutez bien, là. C'est pas ma conviction personnelle de détruire, de discréditer. C'est tout simplement ce qu'on veut présenter ça avec deux volets, le volet critique et le volet approbateur. Je pourrais surenchérir. On peut remettre en question bien des trucs sur le sujet. Oui. Faut juste pas perdre de vue que le sujet a quand même servi à quelque chose. Oui. Le triangle des Bermudes. Oui. Soit à dissimuler, soit à transformer la vérité. Oui. Mais il n'est pas inutile, c'est pas ridicule. Il faut comprendre sa raison d'être. Garde c'est ça, juste pas de même. Garde ça pour ta défense tout à l'heure. L'affaire du triangle des Bermudes, en fait, ça commence dans le domaine des médias en 1974. Je me souviens, j'étais jeune, j'étais très friand de phénomènes du genre. Ma conjointe me disait la même chose également. Et puis, c'est un nommé Charles Berlitz. Lui, Berlitz, c'était le frère d'un nommé Berlitz qui avait une école de langue qui était supposée, en fait, accélérer l'apprentissage. Et lui a pris, en fait, le sujet. Il avait entendu parler un petit peu des disparitions mystérieuses, des vaisseaux qui n'avaient jamais été retrouvés, etc. Et il a fait un premier livre en 74-75. Ça s'est vendu, je pense, à 15 ou 17 millions. C'était un succès vraiment phénoménal. Et puis, la première édition du livre, c'était la section de l'océan des Bermudes. Et il y avait comme dans par-dessus l'image, il y avait une tête de mort prise dans la glace. Alors, évidemment, ça donnait tout un caractère à ce livre-là. Mais ayant lu le livre, je l'ai trouvé bien simpliste, je vous dirais, parce qu'il tournait autour d'une disparition principalement, qui était la Marie-Céleste bateau. Et puis, le livre était un peu ennuyant parce qu'il parlait de la fille du capitaine de bateau. Et puis, finalement, le livre était, je trouve, un genre d'attrape, mais qui s'est très bien vendu. Il a fait fortune avec ça. C'est un petit peu comme Daniken, quand il a sorti son livre Présence des extraterrestres. Ouais. C'était Écoutez, on est en 74, là. On n'a pas d'émission de télévision encore comme on a aujourd'hui, Présence nos ancêtres des extraterrestres, etc., Skinwalker Ranch, puis tout ça. C'est que c'était très limité. Alors, ces vecteurs-là... Par contre, je te dirais qu'il y en avait beaucoup plus à l'époque qui parlaient ouvertement du phénomène OVNI. Tu vois, tu regardes des vieilles archives de Radio-Canada. Ouais.
tu vois, qui interviewe le vieux couple qui vient de la campagne du fin fond d'un rang, puis vous avez vu ça, puis t'entends le vieux Québécois parler à l'époque. Mais dans les journaux aussi, ils en parlaient beaucoup. Ben oui, c'est ça. Aujourd'hui, les journaux ne parlent plus de ça. Ben non, c'est ça. Après ça fait comme passer pour un fou. Regarde là, t'as le fou qui reste dans le fond du rond 5. C'est un peu ça pour Charles Berlitz. Lui, en fait, il a cassé la glace. Il a fait connaître ce phénomène-là, qui était un phénomène qui était très, 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 là, si on peut dire, troublant pour beaucoup de monde. Alors, c'était quand même intéressant de le voir œuvrer, mais le livre comme tel, personnellement, je l'ai trouvé un peu ennuyant. C'est un livre d'à peu près 120 pages et puis le message était quand même assez simpliste. Dans son livre, il parlait de la Marie Céleste, qui était un bateau qui était parti du Portugal et il avait été suivi. Puis soudainement, il a disparu de la circulation. L'équipage, on ne l'a jamais revu. Mais ce qu'on a su par après, c'est que la Marie Céleste, il y avait une affaire d'assurance là-dedans avec la Lloyd's de London. Pour s'en débarrasser à l'époque, faut penser, là, on est dans 1840 à peu près, il avait dompé le bateau sur les côtes d'Haïti. Alors, il a pourri là, puis il a été retrouvé finalement par des chercheurs archéologues. Alors, pour le cas de la Marie Céleste, qui était le sujet principal du livre de M. Berlitz, c'est éclairci, il a été retrouvé. Alors, il n'y a pas de disparition dans un portail ou encore enlevé par un ovni ou de quoi de genre, avec toutes les spéculations qu'il peut y avoir autour de ça. Également, un autre vaisseau qui a disparu, le Cyclops. Le Cyclops, c'était un vraquier. Et puis, lui a disparu corps et âme. Il n'a jamais été retrouvé. Faut penser que la mer des Bermudes est une mer extrêmement violente. Il y a des variations terribles de la météo qui fait qu'un bateau comme le Cyclops, qui a quasiment 300 pieds de long, chargé de minerais de fer ou de charbon, alors évidemment, ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait un trou d'eau qu'on appelle entre le devant du bateau et l'arrière du bateau, et que le bateau tout simplement casse en deux, dans le temps de le dire, il se retrouve dans le fond, perdu corps et âme. C'est arrivé, ce même genre de phénomène, expliqué avec le Edmund Fitzgerald, qui c'était un vraquier sur le lac Ontario. D'ailleurs, le lac Ontario, en réalité, c'est une mer, là. Puis la météo là-bas est très, très, très fluctuante. Et puis, lui, ce qui est prouvé, effectivement, c'est qu'il a pogné un trou d'eau. Et puis, le devant et l'arrière du bateau se sont retrouvés à flotte, mais le centre, dans l'air. Alors, avec le poids, il a cassé en deux et il a disparu dans le temps de le dire. Non, mais c'est pas comme une toilette, ça. Hein? Il y a comme un jet, là. Tu sais, les toilettes, ça tourne. Non, c'est juste des vagues. Et puis, dans le cas présent, le Edmund Fitzgerald, il y a un témoignage parce que lui, il y avait un bateau qui suivait en arrière. Il dit, je le voyais au radar. Et soudainement, pouf, il est parti. Il a disparu. C'était inexplicable. Mais en réalité, c'était explicable. Comme je viens de vous dire, c'était l'enquête du département des transports en est arrivé à cette conclusion. Et c'est arrivé dans les années 1972-73, perdu corps et âme, comme c'est arrivé pour le Cyclops. Alors, un deuxième cas d'expliquer dans les mystères du triangle des Bermudes. Là, on arrive au fameux vol 19 des avions Avenger de la marine américaine qui ont tous disparu en même temps. La version présentée dans différents reportages est la suivante. 5 équipages hautement qualifiés de la marine américaine disparurent sans laisser de traces ni explications. J'ai fait mes petites recherches au niveau de la marine américaine et les équipages, en fait, c'est en 1947, là, les équipages, c'était comme on appelle dans les forces armées, des poufs, des jeunes, des nouveaux. Le commandant du groupe avait à peu près 400 heures de vol. 400 heures de vol, là, c'est comme quelqu'un qui a son permis de conduire d'à peu près 3 jours. Non, c'est ça, c'est un débutant. Parce que y a des pilotes expérimentés aujourd'hui, c'est 25, 30, 35, puis même jusqu'à 40 000 heures de vol. Alors, eux,
tout simplement, ils se sont perdus parce que eux suivaient le commandant du vol. Et puis le commandant du vol, question de, excusez, de circonstances, il avait pris une cuite la journée d'avant. Il y avait encore le cerveau un peu dans le brandy, là, et puis il n'était pas à son meilleur pour voler. Alors, comme tout le monde le suivait, ils se sont effoirés, excusez-moi, ils se sont écrasés dans les Everglades. Les Everglades, là, quand tu tombes là-dedans... C'est quoi ça? C'est comme des marécages en Floride. OK. Même les Américains ont perdu une bombe atomique là-dedans, ils ne l'ont jamais retrouvée. Elle est encore là. C'est parce que ça cale. C'est des marécages. Ils ont perdu plus que ça. Ben, ils ont perdu plus que ça, mais je ne rentre pas en détail sur. Mais voyez-vous, le vol a tombé parce qu'ils ont trouvé un morceau d'aile longtemps après, alors qui était dans les Everglades. Puis c'est plein d'alligators, puis de bébites là-dedans, puis de toutes sortes de faune. Et puis c'est pour ça que le film qu'on a eu de Spielberg avec il retrouve les avions dans le désert, là, au début, c'est Rencontres du troisième type, là, on les voit, ils racontent, ils sont là les avions. C'est pas ça du tout, évidemment, c'est de la fiction le film, mais les avions ont été perdus dans les Everglades et ils ont tout simplement disparu de cette manière-là. Comme c'est arrivé avec d'autres appareils qui ont été pris dans des tempêtes. Je le cite parce que c'est un cas qui est documenté. C'est un avion qui était sur le porte-avions Bonaventure. Et il était 4 avions. En fait, il décollait de Miami, de Pensacola, et se redirigeait vers le porte-avions Bonaventure. Et lui, il ne s'est jamais rendu. Il a été disparu pendant à peu près 45-50 ans. Bizarrement, il y a quelques années, lors d'un ouragan, l'ouragan, ça fait bouger l'eau. Alors, évidemment, les masses d'eau bougent. Ils bougent avec des choses qui traînent dans le fond des océans. Ils ont retrouvé, c'est un garde-côtier américain qui a trouvé sur les plages de Floride une bonbonne de gaz et ainsi qu'un morceau la veste de sauvetage du pilote de cet avion-là. Alors, voyez-vous, encore un cas qui est clos, qui a été expliqué. 1948, le Star Tiger, c'est un gros avion de transport britannique qui partait de l'Angleterre pour se diriger vers les États-Unis et disparition encore une fois. Et ça, c'est mis dans la marmite des disparitions mystérieuses du Triangle des Bermudes, mais il a été retrouvé écrasé dans le flanc d'une montagne dans les années 90. 1978, un Piper Navajo qui partait de Miami vers les Keys. Les Keys, c'est des petites îles dans les Bermudes et mystérieusement disparu. Alors, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a vu tomber à un moment donné. Alors, il n'y a plus de mystère là. Il n'y a plus de mystère là. C'est pour ça que je suis là pour défaire toutes les disparitions mystérieuses. J'en ai juste quelques-uns, là. Je peux toutes les défaire de même. Le vol 201, encore un Cessna qu'on a vu tomber. Et puis, c'était déclaré comme un avion perdu. Puis bien souvent, ces petits avions-là, c'est des pilotes du dimanche. Ils se perdent un peu. Ils pourraient se perdre en allant au dépanneur. Tu sais, c'est un peu savoir les gens sur les routes, des fois, c'est à remettre en question. Mais c'est encore... Moi-même, d'ailleurs, je ne suis pas tellement bon chauffeur. Là. Mais n'est-ce pas, Steve? Hein? OK, t'as compris. J'ai vu passer des horizons de main. OK. Mais c'est ça, c'est un pilote, encore une fois, avec peu d'expérience, qui s'est perdu et a disparu. Également, un autre phénomène qui rejoint beaucoup de disparitions, c'est parce que la mer de Bermude, c'est une zone idéale pour faire de la voile et faire de la navigation légère, tu sais, des petits bateaux avec des voiles, puis 3 à 4 personnes, disparaît. Lui disparaît ici, lui disparaît là, l'autre disparaît. Il y en a des centaines de même. Mais dans la mer des Bermudes, qu'est-ce qui navigue là? Il y a la navigation commerciale, oui, mais il y a également des sous-marins russes qui sont à demi submergés. Alors, eux sont là parce qu'ils ne sont pas connus pour être là. Ils sont là en stand-by. S'il y a une guerre nucléaire, ils sont proches des États-Unis, ils peuvent tirer leurs missiles. Alors, ils sont pas vraiment inventoriés.
Et puis, étant demi-submergés, ben, ils n'entendent pas les petits bateaux. Ils les accrochent. Puis les petits bateaux, si on peut dire, se perdent dans l'océan. Puis lui, le sous-marin n'arrêtera pas pour faire surface. Hey, si, excusez-moi, j'ai fait un accident. Non, non. Même dans les revues de yachin, les revues de bateaux américains, les bateaux de plaisance, ils disent à ces navigateurs-là, ces amateurs du dimanche, ils leur disent tout simplement, accrochez-vous en arrière des bateaux, des boîtes de conserve, n'importe quoi, pour faire du vacarme. Parce que le sous-marin ne l'entend pas. C'est des coques, bien souvent, en fibre de verre. Ça déplace à peu près, des fois, 15 tonnes, mais même en bas de ça. Alors, le sous-marin ne l'entend pas. Lui, il rentre dedans, paf, il casse en deux et il continue son chemin. Il ne déclarera pas sa position. Tactiquement, pour lui, il ne peut pas le faire parce qu'il se déclarerait. Alors, évidemment, ça l'explique des centaines de petites disparitions de navires de plaisance. C'est des éléments que j'ignorais. Là, tu viens de péter la corne de certaines licornes, plusieurs lesquelles... J'étais à la veille de crier objection, tu sais, c'est toujours la faute des Russes. N'oublions pas que les Russes ont perdu un sous-marin nucléaire, le K-219, pas loin de là. Accident de réacteur, et ils l'ont perdu. Il est dans le fond actuellement avec les 3 missiles. Ah ouais? Ça dort là actuellement, 3 têtes nucléaires dans des missiles. Dans le coin du triangle des Bermudes. Pas loin de là. C'est vérifié toutes les années par la marine américaine, tous les 2 ans par la marine américaine, le taux de radiation, parce qu'il est à 9000 pieds de profond. Alors, un peu difficile à sortir. Même si tu fais de venir le club automobile, le service ne sera pas assuré. Allez, on continue un petit peu avec les phénomènes. Tu pètes la bulle de bien du monde, là. C'est très décevant. Tantôt, on va voir la contrepartie avec Steve. J'espère que tu as de quoi dire, Steve, parce que là... Parce que Steve est en train de bouillir, là. J'ai plein de trucs à dire, mais dis-le tantôt. Parce que là, il commence à bouillir, là. Puis il joue son crayon, il bouge son crayon, il ne sait plus quoi faire. Je vais aller fumer, moi. Mais c'est ça, sa blonde est à côté. Défuse les dons un peu. Un petit peu d'humour. Hey, les gaz méthane. D'accord? C'est une zone qui est très propice au gaz méthane. C'est pas comme dans un marais, là. Ça peut sortir à un volume énorme. Et ça, les gaz méthane, quand ça arrive à ça, ben, c'est plus léger que l'eau. Et c'est même plus léger que l'air. Alors, quand ça arrive à la surface, ben, un navire d'à peu près 200 tonnes ou un petit vraquier peut être viré en envers avec ça, facilement. Puis une fois viré en envers, ben dommage, mais il est coulé. Alors, ça, c'est un phénomène qui est reconnu même par la météo. Et c'est suivi. Les poches de gaz méthane sont en des endroits bien particuliers dans le triangle des Bermudes et ils font, excusez-moi, c'est comme un pet qui sort. Ben oui. C'est aléatoire. Ça arrive sans avertir. C'est comme un tremblement de terre, là. Ils peuvent pratiquement pas le prévoir. Ça arrive, un point, c'est tout. Mais c'est la même chose que l'échappée des gaz méthane. Anomalie, une autre affaire. Anomalie magnétique connue. Quand vous allez dans le triangle des Bermudes, dans la zone, des compas magnétiques se mettent à whoop d'un bord, whoop de l'autre bord. Oui. Ça, je l'ai vu, ça. Oui. Ça, c'est pas juste là qu'il l'a sur la Terre. Dans la mer de Beaufort, dans l'océan Arctique, c'est la même affaire. Mais aujourd'hui, voyez-vous, dans le temps, nous, on avait l'Omega System. Aujourd'hui, ils ont qu'est-ce qu'ils appellent GPS. Ben, ils prennent plus la lecture sur le compas magnétique parce que il y a des dérivations. N'oubliez pas, là, 1 degré sur un compas, tu peux avoir 300 000 de différence à destination. Ben, tabarouette. Ça fait que si tu as suivi ton compas, ce qui était beaucoup le cas dans les années 50, 60, 70, ben, tu arrives à 300 000 à l'écart de ton objectif et tu n'as plus de gaz. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu disparais de la circulation. Tu es dans le triangle, tu as été perdu. Également, les conditions météo. On parle d'ouragan, etc. C'est une mer qui est très violente. Elle est très belle, mais très violente également. Alors, un avion comme un Cessna qui passe dans une queue d'ouragan, ben, c'est bien dommage. Il n'y a pas assez de force de moteur pour être capable. Il va être entraîné comme dans un vortex et tiré dans l'océan. En terminant mon plaidoyer, Madame la juge, je peux dire que
actuellement, 150 personnes par jour disparaissent en Chine. Aux États-Unis, c'est ça. Plus que ça. C'est 150 par jour qui disparaissent officiellement. Ouais, c'est bien Il y a 60 000 personnes qui disparaissent par année aux États-Unis qui donnent jamais suite à leur présence. Et il n'y a pas là-dessus de vortex ou n'importe quoi. Il n'y a pas de triangle des Bermudes. Où sont-ils passés? La question demeure. Alors, mon plaidoyer pour défaire, en fait, la théorie, les éléments de la théorie du triangle des Bermudes est fait. Alors, je laisserai, peut-être après la pause, la position de la défense. C'est exactement ce que j'allais me dire parce qu'il est rendu 13 heures. On va faire une courte pause, puis on va s'ostiner après. Donc, j'invite les auditeurs, si vous avez des questions ou des commentaires ou tout autre sujet qui n'a pas été nommé, qu'on pourrait peut-être apporter une réponse. Je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui sont là sur leur chaise. Voyons donc, ils n'ont pas parlé de ça, ils n'ont pas dit ça. C'est justement, toi, je suis sûr que tu en as trouvé une couple là-dedans. Là. Moi, je suis en train de les sortir là. J'ai tout écouté ce qu'il y avait à dire. Là. Fait que là, j'ai plein de choses. Puis peut-être des trucs aussi que les gens n'avaient pas songé pantoute. Là. Mais en tout cas, on va checker ça tantôt. Parfait. Restez là. On va à la pause et on revient. C'est une manière... L'alternative radio. CJMD vous en informe souvent en premier. C'est doute de pouvoir vous convaincre de garder ça pour vous pendant 2 semaines. 2 semaines? Ça n'existe pas dans le monde de l'information. Connaissez-vous Groupe CLR, chef de file en radiocommunication au Québec? C'est que votre entreprise n'était pas encore rendue là? Peu importe l'industrie, construction, agriculture, transport, nommez-le. À un moment, il faut améliorer les communications. Ne le faites jamais sans Groupe CLR. Ça marchera jamais aussi bien. Avec Groupe CLR, vos communications seront à la fine pointe, claires, instantanées et vous aurez du service. Les plus grandes marques, Motorola, Kenwood, ICOM. Cherchez pas ailleurs pour communiquer de l'interne, groupeclr.com. Optez pour des communications sans limite. Tu veux ma photo, banane? Le bingo le plus fou au monde est de retour! C'est le retour du bingo le plus fou au monde! Dimanche 22 octobre à 15h. Plus de 3 000 $ et le plus gros prix de participation de toute l'histoire du bingo. 22 octobre à 15h. Les points de vente de cartes sont au 969fm.ca, section bingo. Vapking, le plus grand choix de produits avec les meilleurs conseillers pour vous servir. 9 boutiques, Québec, Lévis, Beauce. C'est pas compliqué. Pour tous les produits de vapotage, c'est Vapking. Vapking, je l'ai dit. Pour votre envie de prendre une bière, oubliez jamais la Cabane Rose. Le bar La Broussaille, coin Pierre-Bertrand et Hamel, c'est le mélange du bar de quartier avec le bar de danseuse. L'entrée est gratuite à La Broussaille, le stationnement est discret. Et il y a toujours des spéciaux sur les rafraîchissements. Pizza, L, burger, le poulet et plus. Labroussaille.com pour t'avirer aux danseuses. Le Grand Bazar de Lévis est de retour. Gigantesque marché aux puces d'articles de tout genre. Les 21 et 22 octobre à l'intérieur de l'école Pointe-Lévis. Plus de 100 vendeurs différents par jour. De tout, pour tout. Le Bazar de Lévis de la Maison de la Famille Rive-Sud, un incontournable 2 fois par année. Bazar, 21-22 octobre, école Pointe-Lévis. CJMD 96.9 Lévis. Ici BI, c'est Timo de Tactica. Oui, on est des petits gars de Lévis, premièrement. Deuxièmement, on a toujours supporté la radio CJMD depuis ses tout débuts. Puis ceux qui savent pas, nous, on faisait partie des porte-paroles quand ça a été lancé en 2010, je crois. Là, on avait fait des entrevues à Lévis. En tout cas, on était là au lancement depuis le tout début. On faisait de la promo pour cette radio-là. Fait qu'on y croit, la CJMD. On est très, très fiers aussi d'avoir cette radio-là, de rock et pop, dans notre ville, là, puis on s'en est déjà souvent parlé, c'est pas pour être chauvin, mais c'est la seule radio qui fait jouer du hip-hop en continu comme ça à travers la province. Fait qu'on est très fiers et très contents que ça provienne du Southside QC, baby, c'est chez nous. Vous écoutez CJMD 96.9. Straight out of Lévis. C'est la cour des grands. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
La cour est ouverte. Maintenant. Ça me rappelle un digne. Monsieur le procureur, merci de votre intervention. Vous allez être dur à débunker à quelque part, comme Chantal dit dans les commentaires, mais monsieur, maître de la défense, je vous invite à, si vous avez quelque chose à dire. Je stresse là, puis j'ai les chocottes, c'est l'enfant. Les chocottes. Ah, ce qu'on entend, c'est dans le fond, c'est des genoux qui claquent, là. Donc, si vous me permettez, Madame la juge. Oui. Je dirais que c'est du gros poignachage de politiciens et du gros mensonge de militaires qui camouflent encore des patentes puis essaient de nous faire croire que des vessies pour des lanternes. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Voyons donc. Non pertinent. Objection, votre honneur. Retenu. Donc, pour en venir au fait des choses qui ont été déjà dévoilées, déjà documentées, et certains renseignements qui ont été dévoilés par les propres instances, parce qu'il faut aussi comprendre que certaines instances fonctionnent aussi comme des entreprises privées, donc le secret professionnel à l'entreprise existe aussi. Donc, pour nommer quelques phénomènes qui se sont déjà produits à ces endroits-là, donc, il y a une fameuse pyramide qui a été découverte au fond. Maître Falardeau, je vous demande en même temps si vous objectez à ce que monsieur... Non, je l'ai laissé parler, oui, je ne l'ai même pas interrompu. Puis... Mais bon, je laisse aller. Non, je pense mais bravo en passant, maître Zuniga. C'est vrai, effectivement, tu as fermé ta trappe. J'ai trouvé ça extraordinaire que tu le laisses parler. Ça, c'est une exception. C'est vraiment... Une demi-heure, c'est le record. Une demi-heure, là. Hey. Je t'ai rendu à 21 fois de me tourner à l'angle. Exceptionnel. Bravo. Mais je vous invite à continuer, Maître Zuniga. Donc, la fameuse pyramide de cristal qui a été trouvée au fond. Oui. Parce que c'est bien ça qui a été trouvé. Il y a des choses qui émanent comme fréquence à cet endroit-là. Il ne faut pas oublier qu'il y a... Avant qu'on existe, là, avant les triangles des Bermudes, avant bien des choses, là, il y avait aussi des civilisations qui étaient là bien avant nous. Il y a des choses qui ont été laissées, des vestiges. Il y a des choses que vous pouvez lire du côté de, comment il s'appelle, le livre d'Urantia. Donc, où est-ce qu'on parle de l'Atlantide et bien des informations là-dessus. Selon je dirais les choses de cette façon, ou un peu spéculatives en même temps, mais qui sont très en lien avec une histoire oubliée de l'humanité. C'est un endroit où il y a eu plein d'expériences qui ont été effectuées, dont des êtres qu'on ne sait pas encore confirmer l'endroit d'où ils viennent, mais auraient repris une expérience à cet endroit-là. Mais ayant oublié un peu comment être capable de créer le phénomène, ça appartient en vrai et ça aurait ouvert un portail qui aurait donné une multitude de phénomènes et de problématiques de temporalité ou de localisation. Ça, c'est pour en parler de la partie un petit peu plus féerique, la partie un petit peu plus militaire. Il y a des expériences qui ont été effectuées justement à cet endroit-là parce que justement, il y a des fluctuations et des perturbations électromagnétiques à ces endroits-là. Et je parle de l'expérience de Philadelphie. Exactement. Donc, il y a eu 2 expériences qui ont été menées à cet endroit-là, l'expérience Philadelphie et l'expérience, me semble, c'était Montauk aussi. Se pourrait-il? Montauk. Oui, Montauk. Bref, c'était une expérience pour pouvoir être en mesure de camoufler un destroyer, un bateau, un bâtiment en mer pour être capable de le mettre invisible au radar de l'ennemi et être en mesure de le faire apparaître juste à côté au dernier instant ou au moment où l'ennemi n'est plus en mesure de vraiment répondre à l'attaque parce qu'ils l'ont vu à la dernière minute. Donc, c'est l'effet de surprise en même temps. Sauf que cette expérience-là a tourné, je dirais, elle a mal tourné d'un certain sens. Elle a quand même bien tourné parce qu'ils en ont quand même tiré des informations. Puis ça a quand même mené à d'autres programmes qui ont suivi par la suite, qu'on nommera pas dans ce cas-ci parce qu'on va s'en tenir au triangle des Bermudes. Donc, il
ils ont découvert, dans le fond, que c'était possible de voyager un peu dans le temps et d'en revenir à un autre moment où ce que la matière aussi ne se comporte pas comme on le pense. Quand on change certaines conditions, la matière se déroule d'une autre façon. Oui, il écrit, puis il écrit. Hein. Il pensait avoir été bien préparé, hein, avec tous ces mensonges et ces conneries qu'il nous disait. Maître Zuniga. Continue à écrire. Maître Zuniga, un peu de respect pour le maître Falardeau de la Couronne. Il aurait fallu que tu cognes avant. Ben tiens, OK. Je suis pas habituée. Je vous rappelle à l'ordre. Oui, à l'ordre, à l'ordre. Donc, ça, c'est pour les expériences au niveau militaire. Avant de m'éloigner trop tôt des expériences militaires, quelque chose d'un petit peu plus récent, puis certains vont me dire que je parle à travers mon chapeau, mais c'est pas moi qui le porte, je porte une calotte. Ça, c'est chier. Donc, j'en reste un peu au programme militaire. Savez-vous ce qui se passe avec une plateforme pétrolière qui n'est plus en fonction parce qu'il a épuisé le puits? Ouais. Savez-vous qu'il y a beaucoup de ces plateformes-là qui sont rachetées, réaménagées en base militaire opérationnelle en haute mer? Et il y en a beaucoup qui se situent justement dans le Golfe et pas trop loin des triangles des Bermudes, où ce que, avec toutes les divagations et fabulations qu'il y a dans ce coin-là, tabarouette que l'armée est capable de dissimuler combien de choses qui ont été soi-disant perdues. Oh, maître. Comme un certain Rumsfeld avant 2 tours s'écrase, qui avait perdu je ne sais pas combien de milliards. Mais ça aussi, c'est une autre histoire qui n'a pas rapport avec le triangle des Bermudes, mais probablement qu'il aurait trouvé une histoire pour que ça atterrisse là. OK. Les oubliettes. Maître Falardeau, il y a une petite tord des oreilles avec ce que tu viens de dire. Et on continue. Donc, ça, c'est ce qu'il y en est pour au niveau militaire. Sur ces plateformes-là, il y a quand même des trucs assez débiles. On a déjà mentionné des ARP et des trucs comme ça. Donc, si vous regardez les chercheurs de vérité au niveau des changements climatiques, soi-disant, ben, vous allez découvrir qu'il y a certains rayonnements en haute mer, pas trop loin des triangles des Bermudes, qui apparaissent pour créer peut-être les fameux changements de température avec des tornades, des typhons et ainsi de suite. Mais ça reste encore à vérifier parce que des gens comme le procureur viennent nous endormir avec des sujets à la noix. Maître Zuniga, s'il vous plaît, un peu de respect pour Maître Falardeau. Donc, je vais terminer avec une dernière facette de ce sujet-là, de la triangle des Bermudes, qui, je le rappelle, ça se trouve à être la Floride. Ensuite de ça, Bahamas et Porto Rico, me semble. C'est aussi le même coin. Me semble que c'est de ce secteur-là. Bref. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coin-là aussi qui appartient... Des vacanciers? Non, encore mieux. Jean Cazot qui s'en va en vacances en Floride, il est là aussi. Il est de l'autre bord. Ah, il est de l'autre bord. Il n'y a pas une entité gouvernementale qui qui a 4 lettres dans son cycle, appelée NASA, en Floride. Quand ils font des lancements, là, et qu'on regarde la trajectoire, là, vous allez me dire, on sort du sujet, puis là, je tombe dans ma divagation plate, si je peux dire ça comme ça. Ce sujet, les triangles des Bermudes servent à dissimuler beaucoup de choses. La NASA n'est pas loin. Il y en a des gens qui font déjà des recherches au niveau de la NASA et ce qui est présenté. En plus, tu parlais d'Elon Musk tout à l'heure, que ses bases de lancement ne sont pas trop loin. Ses plateformes sont carrément dans le secteur pour recevoir les fameux lanceurs. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont camouflées à cet endroit-là, soi-disant parce qu'il se passe des phénomènes bizarres. Puis, ces autorités-là adorent qu'on fabule là-dessus puis qu'on parle de ces trucs-là pour justement dissimuler ce qui est vraiment important à savoir dans ce secteur-là puis ce qu'on nous cache parce que c'est fait quand même avec de l'argent des payeurs de taxes, nos poches. Puis on nous dissimule ces informations-là. Donc, juste aller vérifier ce que les services de renseignement américains ont déjà dévoilé de ce qui se passait dans les années 40, 50, 60. Il ne faut pas se leurrer.
c'est de se mettre le doigt dans l'œil que c'est ces fantaisies ce que la procureure nous a présenté, mais c'est loin d'être ça. Puis il y a encore des choses à faire à la lumière là-dedans. Ça, c'est le son de... Ceci conclut ma présentation. C'est le son qu'on entend qui vient de la couronne. Ceci conclut mon plaidoyer, Madame la juge. D'accord, merci beaucoup, Maître Zuniga. Mais je veux revenir à une question, moi, parce qu'il y a des auditeurs qui font partie du jury qui ont des questions à poser concernant des bateaux qui ont réapparu quelques années après leur disparition dans les Bermudes. Est-ce que ça a un rapport avec les bateaux dont M. Falardeau parlait tantôt, qui ont retrouvé plusieurs années plus tard? Ou est-ce vraiment dans le sens un bateau où il y a encore des gens à bord vivants qui ont disparu dans le temps, qui sont revenus dans le temps d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce genre de phénomène? Monsieur Falardeau? Là-dessus, oui. J'ai quelques informations. Dans le domaine naval, les grands armateurs, bien souvent, ils disposent de vieilles unités. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est pour les assurances, ils les font disparaître. Et puis, ils les font réapparaître plus tard. L'assurance, elle est encaissée. Et le bateau va à la casse. Fait qu'ils ont double... Ça a été prouvé, ça. Ah ben. Ils ont double revenu à partir de ça. Est-ce que le procureur serait en train de confirmer qu'il y a beaucoup de crosses là-dedans puis font des passes? Non, mais je pense que le maître Falardeau nous fait une comparaison aussi au World Trade Center, qui a eu des assurances de prix quelques jours avant. Ça semble plus des confidences. Là-dessus, je ne vais pas patiner là-dessus. Non, mais je reviens à un des premiers cas d'assurance, c'était la Marie-Céleste. Ils s'en sont débarrassés, mais elle a été retrouvée par après. Comme je parlais au début de mon plaidoyer, c'est parce qu'il y avait une cargaison et un équipage. Et puis, quand le bateau a été retrouvé, il n'y avait aucune trace de la cargaison. L'équipage avait disparu également. Alors, mais l'assurance avait été encaissée par, en fait, c'est la Lloyd's qui était le grand assureur, que ce soit du Titanic, de la navette spatiale quand ils ont mis la professeure d'école, ils sont assez gros, eux autres, pour encaisser des pertes aussi majeures. Est-ce que vous me permettez de faire un genre de contre-interrogatoire à M. Zuniga? Allez-y, Maître Falardeau. Bon. Alors, on parlait tout à l'heure, M. Zuniga, il a dérivé un petit peu. Comme il m'a envoyé pas mal de qualificatifs sur mon plaidoyer, je me permets... Sur le chapeau. Sur le chapeau et également ce que j'ai émis. Alors, je me permets en fait une rectification. Il est arrivé avec l'expérience de Philadelphie, complètement hors contexte. L'expérience de Philadelphie, telle qu'elle a été relatée, le bateau partait de Norfolk lorsque l'expérience a eu lieu et aurait été retrouvé à Boston. C'est pas mal en haut, ça, du triangle des Bermudes. Ben oui, c'est tout près d'ici même. Ben, c'est ça, Boston, c'est plus tellement loin. Alors, c'est pour ça que la pertinence de cet élément-là pour la défense, je la trouve vraiment, vraiment hors contexte. Quoique intéressant. Puis le bateau, c'était à l'Eldridge, en passant. Par après, lui, a été vendu à la marine grecque, qui l'ont opéré jusqu'à la fin de sa vie. Et puis, il n'y a jamais eu de phénomène à bord, comme ça a été mentionné, là. Il y a eu de la grosse fabulation. Encore une fois, c'était pas une disparition encore pour les assurances, genre? Non, c'est militaire, ça. Évidemment, c'est pas le même genre de gabarit, là. Okay. C'est un bateau militaire, mais il aurait apparu, oui, ça, dans l'histoire. Moi, je donne peu de crédit à ça. Et puis, c'est pour ça que ce point-là, en fait, ne doit pas être retenu pour la défense. Objection retenue, c'est bien de mentionner, parce qu'effectivement, ça n'a aucun lien avec le triangle des Bermudes, mais le contexte, c'est quand même la comparaison. Et tantôt, Maître Falardeau, vous avez parlé, excusez, des Grands Lacs. Oui. Dans les Grands Lacs, oui. On dit que il y a beaucoup d'observations d'OVNI dans le secteur, autant que dans le secteur des Bermudes, triangle des Bermudes.
Mais pour un petit lac, on va dire petit lac qui est comme grand comme une mer, comme vous dites, ben je me demande si il n'y aurait pas une source. Parce que Maître Zuniga, tantôt, parlait d'une forme de pyramide cristal dans le fond de la mer, mais est-ce qu'il y aurait possibilité que ça soit la même chose dans les Grands Lacs, en Ontario? Il y en a d'autres à d'autres endroits. Parce que, oui, mais comme? Comme en Chine. Okay. Ils ne sont pas tous sous la mer. Au niveau des mers aux alentours du Japon, dans les profondeurs, il y a plein de vestiges qui sont là, qui sont dévoilés à des gens qui veulent aller faire de la plongée touristique. Mais il n'y a pas grand recherche qui sort de ces vestiges-là, qui semblent quand même assez anciens. La forme de pyramide là, a strictement rien à voir avec l'Égypte, mais plutôt à voir avec une forme géométrique et plutôt l'endroit où ce qu'on vit, où ce que le magnétisme et les fréquences voyagent. Donc, c'est une forme qui permet de capter certains types d'énergie, comme une genre de bande passante. Ça va aller plutôt dans la dimension de la pyramide et les matériaux utilisés pour la pyramide qui va permettre d'aller chercher telle bande ou telle bande passante d'énergie. J'ai une question pour Maître Falardeau. Allez-y. Mais est-ce que vous me permettez de continuer sur le lac Ontario? Oui. Le lac Ontario, c'est la plus grande masse d'eau non salée au monde. Et je mentionne ça, même si ce n'est pas directement en relation avec le triangle des Bermudes, mais les disparitions dans le lac Ontario de vaisseaux, on ne retrouve jamais les corps. Les corps disparaissent. Alors que s'il y a un naufrage dans le triangle des Bermudes, les corps sont retrouvés parce que c'est de l'eau salée. Les corps remontent à la surface. Dans les mers douces, les corps, même gonflés, restent dans le fond. Alors, c'est une caractéristique ça, qui est très curieuse par rapport au lac Ontario. Puis, comme je disais tout à l'heure, c'est une mer. Hein, on dit lac, là, mais c'est une mer, comme la mer Noire ou la mer d'Aral en Russie. Mais c'est une immense surface d'eau, extrêmement violente pour les navigateurs qui s'y aventurent. D'ailleurs, ça prend beaucoup d'expérience. Tantôt, vous avez mentionné un sous-marin russe enfoui dans le fin fond à 2000 pieds. Oui. Dont les... Kursk? Non. Les missiles sont encore très actifs. Oui. Mais n'ont jamais explosé. Non. Ils n'ont jamais tenté de faire exploser ces missiles-là? Non. Et pour quelles raisons le font-ils pas? Et s'ils le font, qu'est-ce qui adviendrait? Bon, le sous-marin, Steve, en passant, c'est le K-219. Si vous allez googler ça, là, les auditeurs, là, vous allez voir l'historique. Ce qui est arrivé vraiment est encore classifié parce qu'au niveau de la guerre sous-marine, comme je disais tout à l'heure, dans le triangle des Bermudes, c'est très actif. Et puis, le K-219 aurait été possiblement accroché par un sous-marin américain qui le suivait et aurait endommagé une partie de sa coque. Accroché, comme par hasard. Ben, c'est qu'ils font tellement pas de bruit, là. Ben oui. Ils sont très silencieux. C'est pour ça que tantôt, je parlais par rapport des petits navires en surface qui sont en fibre de verre. Alors, eux, ces sous-marins-là, ce qui fait leur caractéristique, c'est qu'ils sont silencieux. Le plus silencieux possible qu'ils soient, mieux ils disparaissent. Ils ne sont pas suivables. Mais les sous-marins américains ont un système extrêmement sophistiqué de suite. Et puis, il aurait accroché par accident, il se serait passé un par-dessus l'autre, puis il l'aurait accroché. Par accident. Ils ne l'ont pas vu. Ben, comme je dis. Je vous rappellerai, Madame la juge, que c'est supposé d'être moi qui m'ostine avec parce qu'il nous compte des pipes. Ben oui, mais sauf que là, excusez, là, mais je déborde un peu de. Moi aussi, je peux. Non, c'est permis, là. Je veux dire, on n'a pas un contenu absolument restrictif, là. Ouais. Parce qu'on va dans un débat, mais pour compléter sur. On vous voit en plus. Ben pour oui. compléter sur. Pour te compléter sur ton point de vue, le sous-marin, il a coulé. Il a été. Il a coulé. Je t'enverrai de l'info là-dessus. Ça avait apparu dans les journaux, ça. Puis il a descendu à 9000 pieds de profond. Il a collapsé, il a écrasé. Puis les trois missiles sont encore dedans.
L'océan est plein de ces déchets, en fait, comme le scorpion. Le scorpion a disparu dans l'océan avec... il y avait 3 torpilles nucléaires. Et puis lui, c'était un problème également de mécanique interne. Okay. Mais ces têtes-là sont encore vivantes, sont encore actives, radioactives, sont dans le fond des océans. Oui. Éventuellement, ça va générer un problème. Ben oui, parce que la question était justement, quel dommage ça peut causer à part de tuer des milliards et des milliards de poissons? Est-ce que ça peut occasionner un truc qui pourrait être qualifié comme un méga tsunami? Parce que je me dis que si explosion serait peut-être par un séisme ou des plaques tectoniques qui sont dans la mer qui ferait peut-être justement un truc. Est-ce que ça peut exploser à partir de ça? Non. Avant ces catastrophes-là, il faudrait peut-être se poser la question d'où vient la source principale de notre nourriture. Fait que ça vient foquer la flore. Fait que tôt ou tard, ça va venir et voilà. affecter la chaîne alimentaire avant qu'il y ait quelque chose qui nous pète d'en face, très honnêtement. Là. Ça, c'est pas mal plus la chose sur laquelle je m'attarderais qu'une éventuelle explosion. Les têtes, il y a 5 mécanismes normalement de désactivation ou encore d'activation. Mais c'est que si le mécanisme se détériore, la matière fissible dans le missile peut contaminer une partie de l'océan. Ça, c'est un des vrais gros problèmes. C'est pour ça que la marine américaine, ils vont à tous les 2 ans faire un scanning pour voir comment est-ce qu'est l'état. Parce qu'autrement, ils vont mettre un sarcophage dessus, comme à Tchernobyl. Ils vont être forcés de le faire, ils vont le descendre. Ben, pourquoi qu'ils ne le font pas? C'est 9000 pieds. Hein. Ben oui, mais laisse-les tomber. Il va tomber dessus. Ça cause que ça tombe pas comme ça. Il faut que tu ailles le porter. C'est ça le. Également, toujours en contre-interrogatoire. Tout à l'heure, Steve, dans son élément de défense, ce que j'ai remarqué, c'est que moi, je présentais des faits. Lui, il présentait des soi-disant. J'ai écrit le mot, justement, quand il l'a prononcé 3 fois. C'est des soi-disant. Soi-disant, dans une défense, c'est pas acceptable. C'est parce que c'est une possibilité. C'est l'homme qui a vu l'eau. C'est une possibilité. Non, je vais revenir sur ce que j'ai dit au début. C'est que il y a des choses, dans ce que j'ai mentionné, là, il y a vraiment des choses qui sont cachées par les autorités, puis ça sert justement de tout ce qu'il y a comme fantaisie qui tourne alentour. Quand on commence vraiment, il y a des éléments que j'ai mentionnés, que c'est des mots-clés, et je rappelle ce qu'on dit bien souvent dans nos émissions. Croyez pas ce qu'on dit. Allez voir par vous-même. Cherchez ces mots-clés. Grattez par vous-même. Donc, les soi-disant disparitions de certains bateaux, c'est de la foutaise? Parce que c'est une question d'assurance en bout de ligne. Oui, puis d'autres histoires, c'est le des gars fois, ça va plus loin. Le gars qui a entendu parler, puis l'histoire a été tirée au bout, puis des fois, la légende prend forme. Puis une légende, c'est pas un fait. Je vais faire une spéculation, là, puis tu me confirmeras si dans ma fabulation, là, c'est très plausible. Je te mets un exemple. Il y a eu une formation X qui a été donnée à des soldats X pour un entraînement ou pour la création d'un nouveau groupe. Puis pour que ce groupe-là puisse tomber dans la confidentialité la plus totale, ils ont collissé dans un bateau direction Triangle des Bermudes. Asti, ils les ont perdus en haute mer. Ils n'existent plus. Regardons ça. Mais ces gens-là, physiquement, sont encore bel et bien vivants pour les notions, pour la raison de soit une mission ou pour les raisons d'une création d'une nouvelle équipe tactique qui ne doit pas exister, qui n'ont jamais été formées, qui ne font pas vraiment partie de l'armée américaine ou des Navy SEAL et compagnie. Je commente? Ben oui, j'attends. Là-dessus, je vais être bien franc, là, même si je suis le procureur. Je dois dire que le cas en question que tu parles, je ne le connais pas. Mais c'est documenté qu'il y a certaines unités qui ont disparu. Mais je voulais en parler le 11 novembre, là, dans une capsule. Là. Première guerre mondiale, un bataillon complet. Un bataillon, c'est à peu près 130 hommes. En Turquie, ils sont rentrés dans une vallée où il y avait
une espèce de gros brouillard. Et puis, le régiment, c'était le Royal Welsh Regiment anglais. Et puis, ils ont tout simplement disparu. Disparu dans quoi, où, comment? Est-ce qu'il y avait C'est pour ça que je peux pas aller à l'encontre de la possibilité que tu te souviens, mais c'est une possibilité. Moi, dans le cas présent, c'est reporté. Les soldats sont déclarés comme décédés, comme disparus, pardon. Parce que dans une guerre, tu as vivant, mort et disparu. Mais on dit missing in action en anglais. Et puis, dans le cas présent, mais c'est arrivé. Un peu comme les avions aussi, il y a 2 ans, je pense. Oui. Que tout un équipage a disparu. Ils n'ont jamais retrouvé l'avion. Des fois, certaines technologies doivent disparaître de la circulation. Ça ne vient pas d'au-dessus de la mer Indienne. Je ne me souviens pas dans quel secteur c'était. C'est vague dans mon esprit. C'était un peu comme... Madame la juge, je vais demander une petite pause pour remonter le niveau de nicotine, vu que l'affrontement commence à devenir... mais sinon, je voudrais juste mentionner aussi que malgré mes fabulations et spéculations et ainsi de suite, je rappelle que le procureur a quand même pas rien argumenté contre ce que j'ai mentionné en totale spéculation, et je rappellerai aussi que je ne sais pas de quel cas tu parles exactement. C'était une invention totale dans ma tête pour voir. Mais, non, mais comme je t'ai dit, je ne connais pas ce cas-là. Non, il y a des vrais cas documentés, là. Mais le cas que tu me disais, là, je ne le connaissais pas. Tu me l'apprends. Honnêtement, là, tu me l'apprends. Alors, il y a des cas documentés. On va à la pause. Oui, mais en même temps, j'invite les gens du jury de poser vos questions. Si vous avez des questions, des commentaires ou des faits que vous aimeriez apporter au sujet du triangle des Bermudes qu'on n'a pas mentionné, j'aimerais ça que vous embarquiez dans le jeu de rôle. Donc, on reste là. On revient tout de suite après. Parfait. 96.9. 96.9. Les armoires en bois massif sont arrivées chez Armoire PMM. Et fidèle à sa réputation d'être imbattable sur le prix et la rapidité, Armoire PMM vous offre une cuisine en bois massif au prix du polymère. Livré en 10 jours. Lancez votre projet sur armoirepmm.com. Tu veux ma photo, banane? Le bingo le plus fou au monde est de retour! C'est le retour du bingo le plus fou au monde! Dimanche 22 octobre à 15h. Plus de 3 000 $ et le plus gros prix de participation de toute l'histoire du bingo. 22 octobre à 15h. Les points de vente de cartes sont au 969fm.ca section bingo. En manque de paysage, la Baleine Endiablée, c'est la destination pour relaxer. Pour leurs fabuleuses bières de microbrasserie, pour les viandes fumées sur place, pour assister à l'un de leurs nombreux spectacles ou pour séjourner à l'auberge conviviale. Viens découvrir la belle région de Kamouraska. Pour plus d'informations, baleineendiablée.com. Les Dames de Pique à Saint-Nicolas, c'est pour vous faire vivre vos meilleurs moments. Gardez ça en tête, les Dames de Pique, vos meilleurs moments. En passant, à notre salon, on a un spécial. Doublez votre plaisir. Informez-vous, damedepique.com. Chemin Craig, Saint-Nicolas. Vapking, le plus grand choix de produits avec les meilleurs conseillers pour vous servir. 9 boutiques, Québec, Lévis, Beauce. C'est pas compliqué. Pour tous les produits de vapotage, c'est Vapking. Vapking. Je l'étudie, Vapking, Vapking. Talk, rock, hip-hop, CJMD 96.9. L'alternative. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio pour la dernière portion de l'émission. À date, je n'ai pas vraiment de questions, à moins que je vérifie, Steve, si tu... Ben, à date, il n'y a pas de sanitaire, il n'y a pas de... C'est pas ça que tu demandais? Non, des questions des auditeurs ou des sujets qu'on n'a pas parlé. Il y a Chantal qui marque spéculation au tribunal. Juge Laudier, ceci est inacceptable. Mais ça, c'est une cour pas comme les autres. Fait que, Chantal...
Change de poste, t'es pas content. Non, mais sans blague, c'est... Oui, effectivement. J'ai le droit de parole pareil, même si ça n'a pas de sens des fois ce que je peux dire. Mais c'est des questions que plein d'auditeurs peuvent se poser ou que je me suis déjà moi-même posée à l'époque. Il y a plus de cachotteries que de vérités qui sont divulguées. Puis quand on commence à trouver la vérité, ben c'est pas compliqué. Ce qui confirme qu'on a vraiment trouvé la vérité, ben c'est bien souvent parce qu'on disparaît. Oui, justement. Puis retrouver sa face sur une peigne de lait, c'est pas toujours... Non. Mais il y a quelque chose que tu as dit, Maître Falardeau, durant la pause, que je trouve assez important parce que c'est pas mal ça. Parce que moi, c'est une conclusion que j'amène sur le... Écoutez, là, ça fait depuis 1974 que je le suis. J'ai passé plusieurs fois au travers du triangle des Bermudes. Je suis encore là. Et puis, comme on dit, c'est des incidents qui ont été rapportés. C'est plus les ponts que t'as de la misère. OK, laisse faire. Et puis... Non, il me taquine parce que j'ai peur de passer ces ponts, là, comme le vertige. Mais quoi qu'il en soit, essaye pas de défaire la concentration. Ça, c'est de la technique latérale. Non, c'est que... Tu mets ma yoche à côté? Non, pas besoin. Okay. Le triangle des Bermudes, là, écoutez bien, c'est un phénomène qui a été commercialisé, qui a été galvaudé, qui a été modifié, exploité, parce qu'il y a de l'argent à faire avec. Inventé. Et il s'en fait encore de l'argent. Et quand c'est quasiment une religion. Effectivement, dans certains cas. Je sais qu'il y a des gens qui doivent se dire, là, il doit être de complot que le gouvernement pour tout détruire ça d'une manière aussi structurée. Parce que je quand même, tout ce que j'ai dit ici, c'est des faits documentés. Mm-hmm. Et puis, il y en a qui ont la conviction formelle qu'il existe une existence vraiment là, dans cette légende du triangle des Bermudes. Juste un exemple en parallèle, d'accord? Le Saint-Suaire de Turin, OK, qui est un objet pas sacré comme tel, parce que l'Église ne l'a jamais reconnu, mais il garde en montre pour les fidèles. Et finalement, ça a été étudié à 2 reprises. Ils ont pris des morceaux pour faire des analyses. Et puis, il date de l'an 1200 jusqu'à 1350. Soi-disant, c'était ils ont pris l'échantillon dans un bout de réparation qu'ils avaient fait à l'époque. Oui, mais ils l'ont pris à 2. Ça, c'est dans le débat, ça. Mais il y a des fidèles qui, eux, malgré ça, malgré le fait que la religion catholique ne le reconnaît pas, disent c'est le Saint-Suaire du Christ. C'est la confession totale. En fait, c'est s'associer à une croyance on appelle ça une foi. On ne demande pas à comprendre. C'est ça, et c'est dans mon esprit, et c'est comme ça. Vas-y, Steve. De toute façon, le Vatican était remis en question tout autant que le Suaire de Turin. Ça, c'est un autre débat. Je fais bien attention avec les implications au niveau des religions. Mais par contre, c'est un bon point parce que ça prouve que, oui, comme tu dis, il y a de l'argent à faire avec ça. De faire croire des histoires, d'écrire des livres sur des trucs et faire croire sans voir qu'il y a une suite, qu'il y a d'autres choses en arrière de ça. Il y a un autre côté de la médaille qu'on ne connaît pas tous. Et tu en as mentionné plusieurs dès ta première demi-heure d'émission. Ce que tu dis vraiment, là, c'est t'apportes des faits. Oui. Puis Charles Berlitz, là, lui, il a ramassé ça. Il a fait une très belle histoire, un peu ennuyante dans son livre. Mais Christy, il a vendu. Il en a vendu un méchant en anglais, en français, en allemand, en espagnol, en tout. Parce que c'était traduit, là, je pense que c'est 15 ou 17 millions d'exemplaires qui ont été vendus là, dans les premières années. C'est de l'argent, ça. C'est du gros vendeur. Puis comme je vous disais, la pochette du livre, elle fait peur. Parce que tu vois, le livre est comme bleu pâle avec une partie de la Floride. Là, tu as une tête de mort prise dans de la glace. C'est marqué le mystère du triangle des Bermudes. Alors, tu sais, je veux dire, quand tu es novice dans le domaine, tu m'as acheté ça, m'as lire ça, cette affaire-là. Mais quand tu lis le livre, est-ce que tu en fais une profession de foi ou que tu le remets en doute? Je vais te dire, il y a beaucoup de choses que les gens, d'ailleurs là-dessus, je rejoins Steve, qui vont croire sans analyser. Ils prennent ils prennent pas l'énergie pour aller faire parce que c'est écrit. Le journal le dit. La radio le dit.
Tu sais, j'ai travaillé avec les médias, moi. Puis il y en a, juste un exemple, là, OK, parce que ça renforce ce que je dis. Il y a un avion, ça a posté dans le Journal du Québec. Il y a un avion qui apparemment a vidé ses toilettes en haut de Charlebourg. Là, je m'astinais avec le gars, il dit, ça se peut pas. Mais j'ai été technicien en aéronautique pendant 20 ans. Ah, il dit, le pilote, il arrive, puis il ouvre la clenche, puis ça tombe tout. Le gars, il avait une photo. Il croyait ce que le journal avait dit. Puis je te dirais même, cette semaine-là, j'ai appelé des amis qui ont travaillé chez Air Canada à Montréal, et un autre qui était professeur à l'ENA. J'ai dit, écoute, un tel s'appelait Normand. J'ai dit, ça se peut. J'ai dit, voyons donc, Raymond. Je pense que tu sais que ça se fait pas parce que les toilettes sont pressurisées. Ça ne peut pas se vider. Ils sont pressurisés. Alors, c'est pas comme une toilette comme avec de l'eau comme chez nous. Là. C'est du glycol là-dedans, puis c'est pressurisé. Ça prend une valve extérieure pour vider la toilette. De toute façon, plus simplement, tu essaieras de vider si ton réservoir de merde dans ta roulotte en roulant, tu vas voir que c'est pas vraiment commode. C'est à peu près la même maudite affaire là, avec un avion. Il faut être logique à quelque part. Mais pour te mais dire... dans une roulotte, c'est différent. Tu vas faire ta trace partout où tu vas. Oui, mais c'est parce que c'est aussi illogique de vider ça au-dessus d'une ville. Là. Mais pour ramener au point là, que le type, lui, là, mon témoignage, mon explication, mes antécédents comme technicien, croyaient le journal. Il s'est écrit dans le journal. J'ai dit, les journaux, là, m'a dit bien franchement, prends 3 à 5 %. Même Jean Cazot le disait, que tous les journalistes, même parce que lui, il en a été un, là. Oui. Il sait de quoi il parle, comme toi, tu sais de quoi tu parles. Il disait aussi que, crime, il y a des journalistes qui inventaient une histoire pour publier cette histoire-là, pour faire... il va vendre. Oui, c'est ça. Il va vendre son papier. C'est de l'audimètre. C'est ça. Il va vendre son papier. Exactement. Mais donc, il est en train de dire que tout ce qu'on entend à TVA, Radio-Canada... Ben, voyons donc, t'es donc bien complété. On parle pas de médias titrés, là. Non, mais partout, on va parler médias écrits et électroniques. C'est que ils rapportent des faits, mais ils les aromatisent. Ils vont les exagérer, ils vont les mettre au drame, ou encore, comme Cazot disait, ils vont l'inventer. L'affaire de l'avion qui vidait... Parce que ça, en disant ça, c'est qu'on renforce, en fait, notre point concernant ceux qui croient dur comme fer au triangle des Bermudes. Parce que même ceux qui l'ont écouté aujourd'hui vont dire, il est peut-être dans connivence. C'était un peu fort, son affaire, là. J'ai encore un petit doute là-dessus. Je respecte les gens qui ont leur opinion. Mais il faut faire attention, vérifier et prenez pas pour de l'acquis tout ce qui est livré par les médias, quels qu'ils soient. Deux choses, même ici, on peut dire qu'on dit n'importe quoi, mais en fait, on spécule souvent et on fait des recherches, puis on vous invite à en faire. Chantal qui dit aussi, même si des cachotteries sont probables, je ne crois pas que ce soit lié au triangle des Bermudes. Se servir de ce mythe pour camoufler des trucs me semble un peu gros. C'est vrai que des fois, il y en a qui peuvent dire « Ah, le bateau est disparu dans le triangle. » Mais ça se peut, par exemple, que oui, c'est possible. Si tu veux tuer quelqu'un, amène-le dans le coin des Bahamas. Comme s'il n'y en aurait pas de précédent d'autorité qui utilise des gros mensonges pour nous camoufler des choses. Comme la vente de bateaux à une assurance. Par contre, par hasard. Mais ça me rappelle... Patente avec un masque aussi. Aussi. Mais ça me rappelle aussi une histoire que Jean-Charles Moyen nous a parlé ici. En fait, parce que j'ai vu son premier film où il parle de ça. Ils ont découvert justement une grotte aux Bahamas qui mène dans le fin fond. Et ça, il a montré ces images-là dans son premier film, on le voit. Et apparemment qu'il y aurait des êtres sous-marins, des intraterrestres sous-marins qui vivent sous l'eau, qui seraient dans le secteur des Bahamas et qui auraient une porte d'entrée dans le coin des Bahamas. Et ça aurait peut-être un lien avec le triangle des Bermudes. Ça, je te vois sourire, mais je pense que tu as de quoi dire là-dessus. Je complète. En complétant ce que j'ai déjà avancé avec Steve, apparemment, il pourrait être, ce sont des éléments, pas de preuve. Mais mon plaidoyer ici, ce sont des faits.
Oui, mais c'est intéressant à entendre. Oui, mais par contre, moi, Jean-Charles a filmé cette entrée-là. Il l'a filmé, il l'a montré dans son premier film. C'est filmé, mais selon les rumeurs des gens qui y vivent, ils ont vu des êtres sortir de l'eau, se baigner, sortir de l'eau, rentrer dans l'eau, puis qu'il y aurait des accès possibles qui mènent vis-à-vis, justement, le triangle des Bermudes. Ça aussi, c'est un autre, peut-être, lieu à exploiter, je dirais. J'aimerais souligner que tous les faits que Monsieur le procureur nous a présentés, il nous a pas mentionné d'où venaient ces sources. Ça de même. Tantôt, je dis que j'ai vérifié avec la marine américaine. C'est quand même assez éloquent. Et le point que tu mentionnais, Carole, c'est que, oui, d'accord, on doit mentionner également que dans le triangle des Bermudes, il y a certains endroits qui ont des fosses abyssales les plus profondes sur la Terre. On parle de 28-29 000 pieds de profondeur. Ce qui est énorme. Alors, quand tu disparais là-dedans, tu disparais pour de bon. Il y a des profondeurs qu'on n'est même pas capable d'aller. Actuellement, tout a été accompli. Au niveau des équipements, là, ils peuvent envoyer à certaines places des genres de drones sous-marins, mais envoyer des humains partout, ils ne peuvent pas aller partout avec un sous-marin. Là. Actuellement, au top, à peu près à 12 000 pieds de profond. Là. Est-ce que tu as entendu dernièrement Linda Moulton Howe parler d'une pyramide qui était aussi située dans le coin de l'Alaska? Non. Je sais qu'il y en a en Serbie. Okay. Parce qu'il y en a plus qu'on pense sur la planète. Là. Des pyramides. Donc, c'est beaucoup plus commun. Là. Ça n'a rien à voir avec l'Égypte. Non, exactement. C'est ça, c'est qu'on essaie de nous faire croire. Les pyramides, il y en a un peu partout sur la planète. Là. Une pyramide dans les montagnes ou une pyramide sous l'eau, des pyramides autres, comme tu dis, ça n'a aucun rapport avec celle de l'Égypte. Mais il y en a, comme tu dis, partout à travers la planète. Il faut s'attarder à la forme géométrique. Carrément. Ouais. Parce que cette forme géométrique-là représente une certaine masse, une certaine dimension, puis ces dimensions-là peuvent être disposées autrement, qui va donner une autre forme de pyramide. Tu as la pyramide de Tétraède, 4 côtés, 3 côtés. C'est celle d'Égypte, là, c'est une 8 côtés. Là. Il y a 8 faces. Il n'y en a pas 4, il y en a 8. C'est parce que tu regardes en dessous. Non, ça arrive juste une seule journée dans l'année que tu vas pouvoir voir visuellement qu'elle a 8 faces. Mais sinon, en dehors de toutes des 364 autres journées, tu ne le verras pas. Juste cette journée-là. Puis ce qui est le fun, c'est la journée où ça arrive, que c'est vraiment une question de phénomène cyclique au niveau de la nature dans laquelle on vit. Et le soleil. Exactement. Et pas grand-chose à voir avec vraiment une certaine dynastie égyptienne quelconque. Là. En tout cas, il y a beaucoup de choses à encore réévaluer dans ce qu'il nous mentionne au niveau de l'Égypte. Mais les pyramides, il y en a un petit peu partout. Puis de différentes civilisations, là, comme je te dis, c'est vraiment la forme géométrique qui permet de faire quelque chose et non pas que c'est une tombe. Ce qu'on connaît de notre histoire, là, c'est à peu près juste la surface. Je pense que oui. Parce que l'histoire de l'humanité et de la préhumanité, je te dirais 95%, on ne les connaît pas. Parce qu'en fait, les pyramides qu'on trouve un peu partout, même, comme je te disais tantôt, celle que Linda Moulton Howe a mentionnée, qui se trouverait en Alaska, il y en a une aussi juste à côté d'Islande, dans l'endroit où c'est sur la map. C'est quoi donc l'espèce de... Bosnie? Non. Groenland? Oui, Groenland. Ouais. Il y a d'autres pyramides qui ont été découvertes. C'est tout de l'Atlas, le Groenland. Il y en a aussi en Bosnie. C'est en tour d'Atlas. Il y a 1000 pieds de profond. Il y a 1000 pieds de glace. 1000 pieds? 1000 pieds de glace. J'y étais au Groenland. Et puis, les rebords, ce que c'est dégagé, mais le centre, tu as 1000 pieds de glace. Qu'est-ce qui est en dessous? On ne le sait même pas. D'ailleurs, en passant, les Américains ont perdu une bombe atomique, là, puis ils ne l'ont jamais retrouvée. Et là encore. Ils ne l'ont jamais retrouvée. Non. Puis, vois-tu, le Groenland appartient, là, on rentre un peu dans les technicalités. Le Groenland appartient, en fait, au Danemark. Le Danemark n'avait jamais autorisé d'armes nucléaires sur son terrain. Un des rares pays d'Europe, d'ailleurs, qui avait refusé la présence d'armes nucléaires, mais les Américains en avaient sur leur base de Thulé au Groenland. Alors ça, c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure,
l'histoire inconnue des hommes, même dans le livre de Robert Charroux, je trouve très bon, là, il y a des civilisations disparues. Tes fameux triangles, tes fameuses pyramides, dans le fond, du triangle des Bermudes, elles sont là, c'est prouvé, ça. Là. Ben oui, mais c'est pas une légende, ça. Justement, mais qui les a mis là? Qui les a mis là? Question. C'est ça. Là est la question. Question. Qui les a mis là? C'est l'histoire qu'on ne connaît pas. On ne sait même pas d'où ce que ça sort. Qui, quelle civilisation, quand. Il n'y a personne qui le sait, ça. Là, il y a des recherches qui se font. Il n'y a pas une tablette explicative là, comme les Sumériens. Comme D'ailleurs, la tablette de Rosette, par exemple, là, qui donne un certain langage cuniforme qui a été décrypté par Champollion. Mais il n'y a aucun témoignage parce que c'est probablement plus ancien que ça encore. Là, on parle des Égyptiens, c'est 2000 ans avant le Christ, mais là, on parle peut-être de 12, 15, 14 000 ans avant. Juste la datation au niveau du Sphinx puis la pyramide, il y a une discordance entre les deux. Là. Puis sinon, juste rappeler à nouveau qu'au niveau des pyramides, il faut être égyptologue et pas nécessairement anthropologue pour pouvoir entrer là puis parler publiquement de quoi que ce soit de l'Égypte. Puis on reçoit M. Galador la semaine prochaine. Fait que ça peut être des questions. Si vous avez des questions à poser à M. Galador. J'en ai pas mal déjà. Je suis prêt. Et moi avec. Oui, t'en as? Moi avec, oui. C'est parce que j'ai été en Égypte, moi, puis les pyramides, j'étais à côté. Et puis un bloc de pyramides, là, c'était à peu près la grosseur du local ici. Tu sais, je pense que c'est 20 tonnes par bloc. Oui, mais lui, il ne parle pas de la construction de Non, il parle de traduction cuniforme, langage. Il est déjà venu à l'émission. Oui. Je l'avais déjà pogné, lui. Ça fait... Oui, mais il revient parce que là, il nous a envoyé à Steve et moi son nouveau dictionnaire qui vient de sortir. Très intéressant même. Qui est intéressant. C'était l'an dernier, ça qui était venu, là, je me souviens. Exact. Et Steve m'a fait découvrir un truc qu'il y avait là-dedans, comme par hasard, l'espèce de croix gammée qui était utilisée dans le temps. Une swastika. T'imagines? C'est la swastika. Il y a 3000, 5000 ans avant Jésus-Christ. Ah, tu l'as en plus. Donc, mais c'est merveilleux, ça. Il y a des trucs qu'on va poser des questions là-dessus à M. Galador la semaine prochaine. Oui. Et Carole, je pense que le temps file. Je dois donner en conclusion que la manière qu'on a présenté ça aujourd'hui, c'est une manière amusante qui est facile à écouter pour les auditeurs parce que le sujet est traité par tranche. Ouais. Et puis même si vers la fin, on a fait un contre-interrogatoire puis on a amené des éléments pour renforcer un parti ou l'autre, j'ai bien aimé l'expérience avec Carole et Steve. Ben moi aussi, j'aime bien l'approche, la manière. Je me suis pas trop ostiné, là. J'ai bien fait ça. On a de la difficulté à t'ostiner là-dessus sur certaines affaires parce que. Oui, c'est ça. Il a fallu que j'emmène des éléments autres pour être capable d'avoir de quoi à dire. Par contre, mon point reste quand même le même. C'est que, tu sais, les autorités armées vont toujours donner une raison. Ça ne veut pas dire que c'est la vraie raison. Ils donnent une raison pour le public, puis arrangez-vous avec ça. De toute façon, les gens ne sauront pas ce qui est projet secret ou confidentiel au niveau militaire. Là. Fait qu'ils vont nous sortir des trucs comme ça, que c'est des faits, ça sort public, mais ça ne veut pas dire que c'est encore la vérité, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mentionnées par l'armée pour simplement étouffer certaines affaires. Ça fut une émission excellente. Je n'ai pas bien eu de questions, par contre, des auditeurs. La plupart vont probablement poser des questions trop tard parce qu'ils vont écouter le podcast. Mais il va être trop tard. C'était développement, tout ça. Hein, il faudrait, à moins d'aller répondre dans les commentaires, sous le podcast de l'émission qui va sortir en fin de journée, en fait. Je vous remercie énormément pour ce petit jeu de rôle très intéressant. Très, j'haïs pas le concept, on va te dire. Je n'hésite pas non plus d'avoir de l'air d'une tête de juge, même si je ne suis pas quelqu'un qui juge personne. Mais, tu juges, t'es juge du tribunal. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais j'ai bien aimé le concept de l'émission. Et ça a été très apprécié d'ailleurs, l'idée par les auditeurs qui ont trouvé ça original, notre façon de procéder. Et là, je vous invite à rester là parce que l'émission qui suit va être de... L'animateur sera APA Paranormal avec Patrick Sabourin.
En temps normal, c'était l'AQU qui devait y être, mais comme je l'ai mentionné la semaine dernière, on envoie nos ondes curatives à Gilles Milot, qui a été hospitalisé de toute urgence la semaine dernière. Exact. Parce qu'ils ont trouvé, en fait, que c'était comme une méningite qui a fait, à cet âge-là, c'est pas évident, en tabarouette. Non, c'est ça. Donc, un petit virus qui s'attaque à tout le système, en fait, au cerveau, et pas tout le monde qui peut se sortir de ça. Non, c'est ça. Il y a des moments un petit peu plus complexes. Donc, c'est encore sous observation. Donc, on envoie toutes nos meilleures vibes pour notre ami Gilles Milot. Exactement. Et ainsi qu'à nos énergies curatives aussi à André Desrosiers qui vient de subir une opération pour le cancer dans la gorge. Oui. Ça va pas bien. Et en même temps, dans la même semaine, Ricardo Melfi aussi qui s'est fait opérer pour un œil. Je te dis, cette équipe-là en bave, toutes les trois dans la même semaine. Là. Dans les passés, nous, c'est à nous. Là. Exactement. Dans la même semaine, Tessier, moi, puis les trois à l'hôpital, c'était pas pire, ça? Non, c'est assez... Je vais te dire, Carole, juste un petit mot terminant. Avant mon incident de l'an dernier, parce que j'ai eu un petit problème léger cardiaque, là, avant ça, j'étais invincible. Aujourd'hui, on se pense. Je me pensais invincible. Aujourd'hui, je vis le jour et le jour. Et chaque jour que j'ai, je l'apprécie. Exactement. C'est ça qu'il faut faire. Ça a toujours été ça qu'on devrait faire. Des fois, on le fait Parce qu'on ne sait pas. C'est ça que j'ai dit en début d'émission aussi. Faut pas attendre qu'on arrive à un moment de ce genre-là pour lâcher prise et vivre son moment présent. Là. Exactement. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous pend boudiner ou ce qu'on a dans le dos. On peut se faire poignarder par Dame Nature. Hein? De toute façon, tu n'as pas besoin de savoir. Non. La seule chose que tu as besoin de faire, là, vis ton moment présent. Exact. Ose faire tes pas, même si tu ne vois pas le sol, ça n'a aucune importance. Il va être là, le sol, quand ton pied va poser. Exactement. N'ayez pas peur de la mort. De toute façon, on sait qu'il y a quelque chose de l'autre bord. Moi, je le sais. Exact. Plusieurs le savent. Même s'il y en a qui se posent la question. Moi, je le sais. C'est aussi simple que ça. Je vous remercie infiniment d'avoir été là. Restez là pour l'émission de APA Paranormal dans la zone insolite. Et on vous revient la semaine prochaine avec Louis Galador pour parler de son dictionnaire et de poser des questions sur les Sumériens. Oui. Sur les... Et d'autres sujets aussi, parce que là, il y a des trucs qu'il est allé répondre dans d'autres émissions qui viennent, dans le fond, confirmer ou infirmer. En tout cas, bref, on va pouvoir en parler. Là. Qui a rapport avec des reptiliens. Genre. Ça va être très, 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 très phénoménal comme émission. Donc, restez là. Ça se peut que ça va être du délire. Oui, ça. Ça, c'était quelqu'un que je ne voudrais même pas inviter ici. Ça. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à vous tous et toutes. Merci d'avoir été là. Merci, chers auditeurs. Si vous avez des questions que vous écoutez par podcast, bien, posez-les. Puis peut-être que soit Steve, Raymond ou moi. On va revenir sur le sujet, sinon on va répondre aux questions directement. Exactement. Donc, bonne semaine. Bye-bye. Bye-bye. TBI, c'est Timo de Tactica. Vous écoutez CJMD 96.9, la seule radio du 8-3, mais la meilleure du 418. Pour votre envie de prendre une bière, oubliez jamais la cabane rose. D'abord la Broussaille, coin Pierre Bertrand et